Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Content de vous retrouver. Alors, comme vous voyez, il y a du monde ce soir de connecté. On a plein de choses à vous raconter. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Donc, ce soir, il y a du beau monde qui va vous raconter plein de choses. On va se rapprocher un petit peu de la database ce soir, mais d'abord, on va parler de notre sponsor, notre host, la Fondation Jakarta AI, qui nous prête bien gentiment leur compte Crowdcast, qui nous permet de maintenir, qui nous a permis de maintenir pendant tout le confinement de cette année 2020, ce qui nous a permis de continuer à hoster. Et, un grand merci à eux. C'est vraiment cool de leur part de nous prêter leur compte. Et merci à nos sponsors. Bon, ce Monkey Patch, bien sûr. Alors, il y avait aussi l'autre sponsor, Epitech, on ne parle pas trop d'eux, mais bon. Et en ce moment, on n'a pas trop besoin d'eux. Et Ipon Technologies, dont Laurent va nous parler juste après. Laurent, je vais te donner la main. Ouais. C'est bon, ouais. Bonjour, ouais. Et effectivement, c'est Arnaud qui m'a pingé il y a 2-3 semaines en disant, mais en tant que sponsor, tu as le droit à parler, tu as le droit à présenter Ipon. C'est vrai que j'avais. Alors, un sponsor qui paye plus beaucoup de bière et de pizza, mais malgré tout, notre sponsoring continue. J'étais vraiment content qu'on soit sponsor du Jug. Et je suis vraiment content de voir que vous continuez, que l'activité continue malgré le confinement. Je ne vais pas effectivement, en tant que sponsor, chercher plus que ça à prendre la parole et à vous embêter à dire qu'on était une entreprise formidable avec des équipes géniales et des super projets et tout ça, parce que je n'étais pas sûr d'avoir une grande écoute, enfin un grand niveau de confiance. Là malgré tout, si j'ai accepté l'invitation d'Arnaud à venir parler d'Ipon, c'était aussi pour un retour d'expérience de ce que c'est d'être dans une boîte qui a été montée et qui est présidée par un sportif de haut niveau, qui est un truc que jusqu'à présent je voyais comme quelque chose de relativement anecdotique, puisqu'on s'appelle Ipon, puisque créé par un ancien champion de judo. Quand il a fini sa carrière sportive, il a fallu qu'il s'invente une nouvelle vie. Et pour moi, j'ai rejoint Ipon il y a 2 ans. Je voyais le côté un peu anecdotique et folklorique du fait qu'on a des ceintures, on a des niveaux d'expertise qui sont avec des niveaux de ceinture et tout ça, comme au judo, bon, c'était très bien. Et là, malgré tout, là où je vois une différence majeure, avec cette crise qui nous a évidemment fait du mal comme à tout le monde, on a vu un président, sans doute avec son passé de sportif de haut niveau, qui a dû avoir des pépins dans sa carrière, des blessures, des trucs comme ça, d'un calme, d'une sérénité absolue. Président qu'on voyait peu, les uns et les autres, Ipon, c'est 400 personnes dans le monde, et là, tous les 15 jours, on a eu des confs avec ce président qui venait nous partager finalement un certain nombre d'informations et donner de la visibilité, et surtout, encore une fois, être extrêmement rassurant sur ce qui allait se passer. Et je suis très heureux, moi, du coup, d'avoir vécu ça, parce que la conséquence directe, c'est qu'il n'y avait pas eu d'affolement. On avait des gens qui devaient arriver, qu'on a recruté normalement. Il y avait des personnes en période d'essai et on les a pas mis dehors. Moi, une de mes grandes satisfactions à Toulouse, j'avais une alternante et un stagiaire, on les a confirmés en CDI comme si de rien n'était. On a fait face. Et ça, je ne dis pas qu'on est la seule entreprise à s'être bien comportée pendant la crise, mais malgré tout, voilà, je voulais vous témoigner de ça, de ce que c'est d'être dans une boîte montée par un sportif. Ça peut avoir des vertus. Et je peux vous le dire quand même qu'on est quand même une boîte formidable et qu'on continue de recruter. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez. Vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un petit mail. On fait plein de choses. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est à Toulouse. Au début, on était beaucoup chez Airbus parce que voilà, on s'est installé comme ça. On est évidemment beaucoup moins chez Airbus maintenant. Et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous donne l'occasion d'aller bosser avec d'autres types de boîtes sympathiques, des startups et autres. Et c'est très bien. Voilà. Je vous embête pas plus. Bonne soirée. Bonne bière, bonne pizza personnelle et non sponsorisée. Mais ça reviendra. On en fera d'autres. À bientôt. Ah ben oui,
merci Arnaud. Vous avez le contact de Laurent si vous voulez oui. le contacter dans le chat. N'hésitez pas. Sympa. Voilà, Je soit un contact direct. Adresse, Laurent. Au pire, vous nous contactez, on vous redirigera. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Merci Laurent. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci Laurent. Hop. Je l'ai cliqué. Alors, petit rappel sur nos vidéos sont sur YouTube. Donc là, vous avez vu toutes les présentations de Crowdcast sont enregistrées. Donc si vous revenez ou si vous partagez l'URL à vos collègues ou à d'autres, ils pourront revoir la vidéo un peu plus tard. Mais en plus, Arnaud fait un travail supplémentaire de retélécharger la vidéo et la réuploader sur YouTube. Donc vous retrouverez sur YouTube pratiquement toutes nos anciennes vidéos. Pas encore la précédente, mais ça va venir. Et donc voilà, n'hésitez pas à souscrire sur le channel YouTube et partager à ceux de vos collègues ou n'importe qui dans votre réseau qui n'aurait pas pu assister ce soir à l'enregistrement. Le Call for Paper, ça fait un mois qu'il n'a pas bougé. Alors, on vous attend. N'hésitez pas pour faire des propositions. Là, on a eu l'opportunité de faire venir deux speakers relativement connus, mais n'hésitez pas, que vous soyez connus ou moins connus, on vous prend tout le monde. N'hésitez pas à proposer des talks plus ou moins longs, qui ne sont pas forcément, on est le Java User Group, mais là, vous allez voir, ce soir, on va parler de Java un petit peu, bien sûr, mais aussi des aspects base de données. On travaille dans des systèmes intégrés aujourd'hui, donc on n'est pas pur et dur à Java. Tout ce qui tourne sur la JVM ou et autour, on prend. Ça peut être intéressant, que ce soit un retour d'expérience ou parler d'une petite technologie, même une petite librairie qui vous a fait plaisir et que vous avez essayé récemment ou moins récemment, sur laquelle vous voulez donner votre avis ou que vous voulez partager. N'hésitez pas à nous contacter, à faire ouvrir un petit issue sur notre GitHub. Alors, ce soir, Kevin et Nicolas vont nous présenter des choses qui vont être un peu bas de niveau, qui accrochent un petit peu pour les développeurs Java, mais qui sont tout à fait intéressantes. Donc, Juke pour les joies du SQL et le CDC, un use case présenté par Nicolas. Donc, en premier, ça sera Kevin qui va nous faire sa présentation. Je vais bientôt te laisser la main, Kevin. Okay. Si je trouve comment faire, bien sûr. Alors, j'ai remis le son et je partage les slides ici. Donc, normalement, tout est bon. Dis-moi si le retour est OK de ton côté et tu me dis quand je peux y aller. On est bon. Allez, c'est parti. Donc bonsoir à tous, pour une fois je peux dire bonsoir, ça fait plaisir. Bonsoir à tous et merci d'être venus donc pour cette présentation et cette soirée au Jug. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher, qui est Juke et le SQL. Alors généralement je fais toujours une introduction qui parle un peu métier, mais en fait là c'est une présentation qui est extrêmement personnelle parce que je vais parler des 10 années, 15 années quasiment d'expérience pour moi dans la tech, donc j'ai choisi de me présenter au début, ce que je fais assez rarement. Donc je suis Kevin, développeur expert sur Google Cloud et Kotlin, GitLab Hero, contributeur open source. Je fais plein de choses, j'adore le code, j'adore développer et c'est ce que je vais vous montrer, ce que je fais, ce que j'ai découvert dans cette présentation. À côté de ça, je suis CTO chez Stack Labs. Donc Stack Labs, on fait du service, mais on le fait différemment. On est une société où on prône la qualité, on prône la différence et l'expertise plutôt que le nombre et la quantité. Donc on est majoritairement remote, on l'était déjà même avant que ça devienne comme aujourd'hui. Et donc, on donne du temps aux développeurs pour apprendre et tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur la presse que vous allez voir et tout ce que j'ai découvert et les projets open source que je vais vous montrer, j'ai travaillé dessus pendant du temps qui m'avait été donné. Mais on va revenir là-dessus. Tout d'abord, on va remonter loin pour moi. Ça, c'est là où j'ai fait mes études. C'était la fac, donc j'étais du côté de Toulon. Et j'ai fait une fac, alors c'était un cadre très agréable pour faire mes études sur les bancs de la fac où on a travaillé. Il y avait moins de Mac à l'époque d'ailleurs.
Et j'ai découvert à ce moment-là le SQL. Donc, c'était l'une de mes, l'une de mes sections, de mes cours à l'époque. Donc, beaucoup de SQL, beaucoup de présentations avec des diagrammes de Venn. Titre informatif, les diagrammes de Venn ne sont pas une bonne manière de représenter le SQL, surtout pour ce genre de choses. Vous en trouverez plein des meilleurs sur Internet. Et je découvrais ça, mais en même temps, je découvrais d'autres choses. Je découvrais le Java, le C et tout ce qui fait le développement logiciel. Et quand on me présentait du SQL qui ressemblait un peu à ça, ben, c'était juste à l'opposé de ce que je connaissais et ce que j'apprenais dans les autres langages. Là, on voit, hein, c'est compliqué, c'est des requêtes imbriquées qui se lisent un peu comme la callback L en JS ou dans n'importe quel langage qui l'implémente. On lit les choses de droite à gauche pour l'ordre. C'est compliqué. Moi, vraiment, à ce moment-là, c'était la lutte entre j'apprends le C, j'apprends le Java, des trucs qui me permettent de faire du plus ou moins haut niveau, et assez impérative, et à côté de ça, le SQL qui était différent. Donc au final, bah avec ça, j'ai découvert les databases, mais je les utilisais comme des data stores, comme vraiment un endroit où je pouvais mettre de la data. Ça aurait pu être des fichiers texte. En vrai, j'utilisais aucune des fonctionnalités de la DB. Et ça, c'était une erreur à l'époque et je n'ai pas réussi. Donc, ça a été le début d'une histoire d'amour, mais qui a mal pris. J'aimais bien, mais je savais que je loupais un truc et j'avais tellement de choses à apprendre à côté que je ne m'y suis pas mis. Et en même temps, donc pendant mes études, je vais vous parler pendant cette présentation d'un projet qui est mon projet sur les podcasts. J'adore les podcasts. J'ai commencé à développer cette application et je l'ai fait évoluer au fur et à mesure. Donc, c'était il y a près de 15 ans maintenant et je l'utilise toujours en production chez moi. Elle est open source. Donc, je l'ai démarré en Java 6, puis j'ai migré Java 8. Et alors, d'autres diront qu'ils ont découvert ça beaucoup plus tôt, mais moi, c'est avec Java 8 que j'ai découvert la programmation dite déclarative. Certains diraient fonctionnelle, mais là, je vais rester au sens déclaratif. Donc, je suis passé d'un monde où on était hyper impératif, où on mettait toutes les limites et toutes les choses qui faisaient pour moi du bruit dans le code, ce que vous voyez à gauche de l'écran, avec une solution qui est déclarative à droite, où je vais pouvoir clairement définir les choses, les étapes sur lesquelles mon code va travailler. Si on fait une analogie dans le monde réel, en fait, c'est est-ce que j'ai envie de connaître, quand je veux boire un thé à la pêche, un thé glacé à la pêche, est-ce que je veux connaître toutes les étapes du fonctionnement de la recette du thé à la pêche, ou est-ce que je veux juste demander un thé à la pêche, s'il vous plaît? Et c'est vraiment là que dans mon esprit, il y a eu un tilt. Ça a vraiment été cet effet-là, hein, vraiment dans ma tête. Et on voit, en fait, cette logique, elle commence à apparaître un peu partout, jusque dans l'infrastructure. Si vous faites du Terraform ou du Kubernetes, techniquement, c'est la même chose. On ne va pas jouer sur des fichiers comme l'exemple de code le montrait avant, mais on va juste déclarer des choses et dire, par exemple, j'ai besoin d'un serveur Nginx avec 3 réplicas. J'ai pas besoin de dire comment les réplicas ils doivent être instanciés, comment ça doit être fait. Ça, c'est des détails sous-jacents, mais techniquement, c'est juste une déclaration. Et donc, j'ai mis près de 10 ans pour comprendre que le SQL, c'était déclaratif. Et je l'ai compris en voyant des exemples qui me ramenaient le monde SQL dans le monde Java, avec cette liaison entre, par exemple, vous le voyez sur le slide, des tables qui sont en fait que des streams de tuples, les selects qui sont des maps. J'utilisais énormément les concepts de stream, de map, de distinct, flat map et autres, mais j'avais jamais fait le rapprochement avec la partie SQL. Et en ça m'a permis de comprendre et d'aborder mieux ce sujet. Malheureusement, je n'avais pas eu ça pendant mes études. Et donc, à partir de là, je me suis dit, on va utiliser le SQL dans le monde Java. Et la question qu'on se pose tout d'abord, c'est comment faire pour utiliser Java dans le monde SQL, dans le monde Java. Et la première des choses, c'est JDBC. Alors, JDBC, je vous ai mis un exemple là, je code en Java 15 sur ce slide, mais j'utilise JDBC. Pur jus, hein, il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'éléments en plus. Et on voit que JDBC, c'est très bas niveau. Déjà, la requête, elle est écrite avec des strings. Donc, si on veut faire de la concaténation de conditions, on est obligé de faire ça au niveau d'une string. C'est assez complexe. Les paramètres sont positionnels et même la lecture des résultats, elle est spatiale, positionnelle. Vous allez être dans un result set, donc ça va être compliqué à gérer. Et il y a potentiellement de la duplication avec, là, vous le voyez, le champ title, le champ URL. Donc, en ça, JDBC amène quelque chose qui est la première brique pour communiquer avec une database, mais JDBC est vieux. JDBC est vieux parce que
Il a été créé en 97. Rendez-vous compte, aujourd'hui, près de 23 ans plus tard, on utilise encore JDBC dans une version plus évoluée, forcément, mais ça reste quand même une technologie ancienne et Java veut de la rétrocompatibilité. Donc elle n'a pas énormément évolué. Ensuite, par contre, JDBC est très important dans le monde Java. C'est l'une des API les plus supportées dans le monde Java. Il y a même des trucs qui se pluguent sur du JDBC alors qu'ils ne sont pas réellement des databases. Donc c'est vraiment un pont vers le monde extérieur qui est très pratique, sauf que il est très bas niveau. Et donc quand on voit que pour attaquer une database, JDBC seul, c'est assez léger. Donc, au fur et à mesure du temps, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le monde Java pour travailler avec de la database. Première chose, il y a eu les EJB2. Alors, techniquement, je vais vous en parler. J'en ai pas fait. J'ai lu beaucoup de docs par rapport à ça. J'ai toujours réussi dans ma carrière à les éviter. Donc, ceux qui en ont fait, tant mieux ou tant pis. Je ne sais pas ce que je dois vous dire. Mais en tout cas, moi, je suis pas mécontent de l'avoir échappé. Et donc, dans le monde Java avec les EJB, on était obligé de jouer avec des interfaces qu'on allait implémenter. Donc, la première interface sur l'écran représente l'objet qui contient certaines méthodes utilitaires, comme par exemple le remove. Et à côté, vous allez avoir le repository qui va être une implémentation. Donc, tout ça ne sont que des interfaces. Et comme à l'époque, avec les EJB, tout se configurait en XML. Donc là, vous voyez tous les attributs de l'objet podcast, les champs qu'on définissait et les requêtes SQL qu'on a attachées au repository. Donc là, j'ai dit requête SQL, mais en vrai, c'est de l'EJBQL. Donc en fait, déjà, on n'est pas sur du SQL. Le monde Java a décidé de rajouter des choses par-dessus le monde SQL pour amener la logique Java dans le monde SQL plutôt que de se conformer à ce qui existait au niveau SQL. Et donc, pour faire tourner tout ça, database, JDBC, l'application server, donc déjà quelque chose de lourd, les EJB et le JB Query Language pour attaquer la database. C'est bien, perso, moi, quand je vois ça, et ce facepalm, j'aurais pu le coller plusieurs fois dans cette présentation. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a de la lourdeur. Et en fait, de tout ça est apparu les ORM. Donc les ORM sont vraiment émanant du monde JB. Certains étaient l'implémentation de l'époque, donc Hibernate, Eclipse Link, OpenJPA. Eux sont sortis. Les EJB, on les utilise beaucoup moins, mais les ORM en question, eux, sont restés. Et donc sont devenus une couche d'abstraction au-dessus de JDBC. Pour rendre la complexité, pour faire disparaître la complexité de JDBC, on utilise les ORM. Et dans le monde Java, puisqu'on aime les standards, donc tout le monde connaît ce XKCD assez connu, alors pour une fois, ça a tenu. C'est-à-dire que ce standard n'est pas devenu une énième implémentation. On a Java Persistence API qui est apparu, donc qui est l'implémentation au-dessus des ORM. Donc, ce n'est pas d'ailleurs l'implémentation, c'est la spécification au-dessus des ORM qui va vous permettre d'attaquer la BDD et ça de manière agnostique de l'ORM. Donc, quand on travaille avec tout ça, vous connaissez certainement beaucoup. On utilise des annotations. Il faut savoir que JPA a été créé et spécifié au même moment où les annotations arrivaient, quasiment en même temps. Donc, on pouvait encore faire du XML, mais très vite sont apparues la notion d'annotation. Nos objets sont mappés à la BDD, donc ce sont des Java Beans en plus, donc getter, setter, tout le monde Java standard, et equal et hashcode qui sont très importants, surtout dans un monde où tout est mutable. Donc ça veut dire que votre ID, par exemple, d'objet va apparaître. Donc là, potentiellement, sur ce slide, vous voyez une erreur parce que le equals ID, le equals doit être consistant et le hashcode aussi. Or, l'ID de l'objet peut changer au fur et à mesure de est-ce qu'il a été sauvegardé ou pas. Donc, en vrai, on se rend compte dans ce monde-là, Java et du monde objet, c'était prendre cette logique objet et l'appliquer sur la database. Les ORM permettaient même, et permettent toujours d'ailleurs, et c'est fortement déconseillé, de créer le modèle de database en fonction des objets. Et comme ça, vous aviez juste à lancer un HHBM, je crois, qui va créer votre database pour vous. C'est pas forcément le truc le plus pratique et le plus conseillé d'ailleurs, parce que vous allez louper les optimisations que vous allez pouvoir faire sur la DB. Si on regarde comment utiliser tout ça, donc là, encore une fois, c'est avec du Java 15. Vous avez plein de manières d'interroger la DB avec JPA. Alors là, je n'ai pas mis, vous pouvez utiliser du SQL standard, mais c'est clairement pas fait pour. On l'utilise majoritairement comme ça, je pense, mais
les solutions, généralement, vont plutôt ressembler à ça. Un système de requêtage qui est par-dessus le SQL, donc qui est du JPQL. Donc, on a récupéré ce qu'on avait fait avec le JBQL, on l'a un peu transformé, et on a donc ce JPQL. Donc, on n'est encore pas sur du SQL. Et pas type safe. Là, vous voyez, je suis obligé de dire le type de retour. Le système ne l'infère pas tout seul. Et vous voyez le getResultList qui permet de savoir que je suis sur un type générique et je vais récupérer plusieurs résultats. Donc en ça, on n'est pas safe de mon point de vue. Ou bien vous avez accès au Criteria Query. Criteria Query, c'est une manière de faire qui va vous permettre de construire des requêtes programmatiquement. Donc déjà, on manipule plus des strings pour faire des requêtes, mais encore une fois, c'est pas forcément du SQL, ça y ressemble. On voit des conventions, select, where, mais là, vous voyez que l'objet query, c'est en fait un query from. Donc, si j'avais inliné, j'aurais eu from, select, where, donc ce qui n'est pas l'ordre naturel. Et en plus, c'est pas type safe, parce que je suis obligé de renseigner le nom du champ, et ça peut donc échouer à runtime, parce que ça, c'est pas évalué à compile time dans l'aspect de JPA. Pour être franc, on peut générer des objets à partir de nos classes Java pour avoir des choses qui peuvent être type safe, mais en fait, ça va être type safe avec vos objets, mais pas avec votre database. Donc, si votre DBL change, vos objets, eux, ils n'auront pas changé, et la requête échouera quand même à runtime. Et ça reste dommage. Et donc là, on voit tous les niveaux qu'amène l'aspect JPA et l'interrogation de la BDD. Et si on regarde avec deux entités, parce que là, jusqu'à présent, l'exemple était simple, avec deux entités, on commence à arriver dans ce qui me fatigue le plus avec JPA, les fameux one-to-many. Je pense que ça, c'est une des questions dans le monde Java et dans les ORM qui reviennent le plus souvent, les one-to-many, many-to-one et many-to-many, avec, vous le voyez en haut à gauche, le map by podcast qui fait référence à un champ privé dans la classe à droite. Tout ça pour faire des joins. Et vraiment, on va avoir une inflation d'annotation qui va devenir énorme. De mon point de vue, en plus, qui va être complexe à gérer parce que le fetch type qui vous permet d'éviter de charger dynamiquement des sous-grappes d'objets, elle va être définie sur de la metadata en annotation. Mais le problème, c'est que comment on le teste ça? Pour moi, chaque ligne que je code, je dois être capable de le tester. Tester que un développeur ne met pas fetch type lazy ou fetch type eager, c'est compliqué. Et donc en ça ne me fait pas apprécier ce genre de choses. Et en plus, en programmation fonctionnelle, que j'apprécie beaucoup, là, on n'est que sur du side effect. On ne voit pas ce qui se passe quand vous faites un get podcast. Vous avez une requête qui se déclenche. Et potentiellement, vous avez peut-être une requête dont vous ne savez même pas la quantité de data qu'elle va fetcher, parce que ça dépend même de l'objet item sur lequel on est. Donc là, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et tant qu'à faire avoir des annotations, on peut arriver dans un truc énorme où, vu qu'on ne sait pas gérer très bien le lazy ou le eager, on peut se retrouver à avoir alors c'est arrivé avec l'aspect JPA 2.1, les entity graph qui vont vous permettre de dire que sur certaines requêtes, tu vas fetcher les sous-graphes qui sont en corrélation. Donc là, on met des annotations dans des annotations, dans des annotations, dans des annotations. Et tous les champs, bien sûr, sont des strings. Donc, encore une fois, tout ça pour remplacer juste le mot-clé join. C'est bête, mais on a tant de complexité pour un mot-clé. Et ça, moi, ça me gêne beaucoup. Et ça me fait poser la question, pourquoi faire ça? Pourquoi s'embêter autant pour potentiellement remplacer quelques features SQL? Et en fait, pour moi, les ORM, je suis peut-être un troll, c'est mon avis, il y en a qui adorent ça. Pour moi, les ORM, c'est juste une surcouche qui va vous cacher des choses et qui va vous amener des problèmes. Donc, en ça, je préfère ne même pas les utiliser parce que je me prends plus la tête à me battre avec l'ORM qu'avec du SQL. Et en plus, les ORM et JPA nous vendaient le côté « vous pouvez changer d'ORM quand vous voulez ». Je sais pas vous, moi, je n'ai jamais changé d'ORM et quand j'ai voulu le faire, de toute façon, il y avait toujours un truc un peu particulier qui faisait que cet ORM-là n'était pas compatible ou ne réagissait pas de la même manière qu'un autre. Donc en ça, c'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, petite remarque, l'outil qui vous dit ce qui est sexy avec moi, c'est que tu peux en changer tous les jours, je m'inquiéterais parce que ça veut dire que j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Et ensuite, qui change de database? Perso, la majorité des projets que j'ai vus naissent sur une DB et travaillent avec, et les migrations sont vraiment dans des cas extrêmement spécifiques. Donc encore une fois, il y a des fois des types d'objets que vous ne retrouverez pas d'une DB à l'autre, donc vous allez devoir faire des adaptations. Et pour aller encore plus loin, et ça c'est un exemple que j'ai mis récemment, les frameworks récents d'aujourd'hui, Spring Data JPA, Micronaut Data, Quarkus ou Spanache, sont encore allés plus loin pour simplifier les choses. Ils se sont dit, bon, c'est trop compliqué tout JPA, on va créer des repositories, et en fait on va analyser le nom des requêtes, des fois compile time, des fois runtime,
vive le type safety. Et on va générer des requêtes SQL par rapport à ça. Donc là, si vous regardez, la requête que j'ai mis à droite, c'est exactement la même chose. Et la requête, en fait, est dérivée des éléments que vous voyez dans l'interface. Donc ça, c'est cool, c'est magique, ça fait plein de choses pour vous. Mais perso, il y a plus de caractères à gauche qu'à droite. Perso, je préfère écrire le select comme il faut. Je sais ce qu'il fait, je sais que je le maîtrise et je me dis que dans une montée de framework, il n'y aura pas de problème. Alors que si à gauche, il décide de changer la convention, tout peut péter du jour au lendemain. Donc perso, je suis plus fan de la version à droite. Et donc, on voit qu'on rajoute des layers. Et pour cette présentation, j'ai fait des recherches, que ce soit sur Reddit ou sur Stack Overflow. Et en fait, j'ai trouvé cette question: quel est le meilleur ORM, celui que vous préférez? Cette question a 11 ans. Et la réponse la plus upvotée, c'est arrêter d'utiliser les ORM. Donc depuis 2009, déjà sur Stack Overflow, des réponses viennent là-dessus. Pour plein de raisons différentes, utiliser JDBC. Alors, OK, on va mettre l'ORM de côté et on va remettre au centre le SQL. On va pas le faire qu'avec JDBC potentiellement, mais on va enlever toutes ces couches qui vont nous générer des problèmes et on va, de mon point de vue, ce que je vais vous présenter, c'est la partie avec Juke qui va être là pour vous simplifier la vie, qui va être une DSL par-dessus du SQL. Donc au final, une DSL, un Domain Specific Language. Donc une API qui va vous permettre de faire du SQL dans du monde Java, mais le plus safe possible. Si vous regardez, alors là, je vais switcher entre deux slides pour vous montrer la différence. Si on fait avec Juke cette requête, on a juste à ajouter quelques petites choses autour. On voit bien que entre ces deux slides, j'espère qu'il n'y a pas trop de latence sur la vidéo, entre ces deux slides, il y a assez peu de différence. Et en fait, ça me permet d'écrire quelque chose qui reste du Java, mais avec une API fluente par rapport au monde SQL. Donc là, vous le voyez, dans ce slide, j'ai fait la méthode findAll, je crée mes champs, ID, je dis qu'ID est un UID, title est une string tout comme URL, et ensuite je vais faire ma query, ID, title, URL sur la table podcast, j'order by l'ID que j'ai créé, le champ d'avant, et ensuite je fetch mes data. Là, mon objet podcast, it.getID, title ou URL, va retourner le type qui correspond au type que j'ai défini plus haut, donc UID, string et string. Donc c'est type safe, même dans la création de la data, on n'est pas obligé de caster entre guillemets comme des ports le truc à la fin. Et donc vous voyez que cette requête est tellement simple qu'en fait, si vous connaissez le SQL, vous connaissez Juke. Mais par contre, je vous ai parlé de type safety au début. Et ça, cet exemple-là, il n'est pas type safety, puisque j'ai dans mes créations, c'est moi qui crée mes champs. Mais en fait, Juke, c'est l'inverse du monde JPA, on est database first. Donc Juke va vous fournir un générateur qui va se connecter quand vous voulez. Techniquement, on met ça dans son pipeline de CI, par exemple, qui va se connecter à la database. Généralement, on lui dédie une database pour ça, ou on l'instancie dans un conteneur Docker. Il va lire les schémas, les informations de schéma de la database et générer les classes pour vous. Petit tips, je vous le recommande énormément, utilisez Liquibase ou Flyway. En fait, ce sont des outils de versionning de DB qui vont vous permettre de gérer votre modèle et gérer les montées en version de votre modèle de DB. Perso, j'utilise Liquibase au boulot, Flyway en perso. Les deux sont très bons du moment que vous gérez ça avec ce type d'outil. À titre info, nous, on a mis dans le pipeline de CI la génération de la DB et ensuite dans un conteneur Docker et ensuite Juke se connecte. Donc techniquement, comme ça, il peut aller lire une DB fraîchement initiée avec tout ça. Et donc, ce générateur, il est compatible avec du Java standard, avec du Ant, du Maven et du Gradle. Et il permet de sortir du code en Java, Java 7 et plus, du Scala ou du Kotlin. Donc, si vous êtes fan de Scala ou Kotlin, moi j'adore, je travaille avec Kotlin, j'utilise le générateur Kotlin pour me sortir du code qui correspond à ma BDD. En fait, ce code, il va changer la manière d'écrire les requêtes. Si vous voyez ce slide, en fait, le code que je vous ai présenté avant, maintenant avec ces classes générées, il va juste se transformer en ce code-là. Vous voyez qu'il y a encore moins de champs, moins de choses, les fields et tables disparaissent, on est sur du quasiment pur SQL directement tapé dans votre IDE. Et donc ça, vous avez bien sûr l'avantage de l'autocomplétion de votre IDE pour trouver les choses qui vont bien. Et donc c'est vraiment une requête extrêmement simple pour le findAll ici. Et pareil pour le find_one, là j'ai juste rajouté un where, donc vous voyez where podcast ID equal ID, ID qui est un paramètre que j'ai fourni dans le find_one. Donc ça, je vous dis que c'est type safe, mais ce serait bien de le voir. En fait, c'est dans les classes générées que Juke va mettre sa type safety. Vu qu'il s'est connecté à la base de données, lui, il a été capable de déduire le type dans la BDD
et donc de créer les champs qui vont bien. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie JPA, là, à chaque fois que vous allez faire une modification dans votre modèle de données, via Liquibase ou Flyway, ou à la main si vous voulez, vous allez avoir des nouvelles classes qui vont être générées, et techniquement, votre code va échouer, parce que si vous avez changé le type ou le nom d'un champ, ça va échouer. La compilation ne passera pas. Vous allez baser votre code sur des classes générées qui ne seront plus valides. Et on va voir à quel point c'est type safe. Déjà, comme tout à l'heure, les champs qui sont retournés sont UID, string, URI dans le cadre de cet élément-là. Et donc là, je n'ai plus eu à les caster ou à générer les champs moi-même. C'est automatiquement les classes générées qui les possèdent. Et en plus, si je mets quelque chose, donc par exemple podcast.id equals, et je mets une string, qui a certes une tête d'UID, mais c'est pas le type UID, et bien là, ça fail. Alors, j'ai pas voulu vous mettre une capture de l'IDE ou lancer l'IDE juste pour cet exemple. Donc, j'ai fait de l'art de slide pour montrer une erreur. Donc voilà, l'élément principal, c'est les erreurs pour d'accès à la BDD, elles doivent être détectées le plus tôt possible, comme un peu toutes les erreurs. Hein. Être drivé par le compilo, c'est beaucoup mieux que drivé par des erreurs de prod. Et en ça, c'est vraiment là où Juke excelle pour moi. Il va m'aider très vite à travailler et à typer les choses correctement. Donc maintenant qu'on a nos requêtes, qu'on sait comment elles tournent, comment les écrire, on va voir ce qu'elles génèrent. Donc, si je prends cette méthode-ci, find one, donc là, vous voyez, il y a un fetch optional. Juke met pas mal de méthodes utilitaires pour récupérer de la data. Vous avez du fetch optional, fetch list. Donc, c'est à vous de décider le type de retour que vous souhaitez à ce moment-là. Ben, cette requête, ça va générer ça. Donc ça, c'est ce qu'on connaît avec les ORM. Si on lui dit show SQL, ben, il va imprimer ces requêtes-là, c'est le prepare statement. Mais la première chose, généralement, quand on débug, c'est donne-moi les paramètres. Ben, avec Juke, vous allez les avoir, les paramètres. Vous allez les avoir très facilement parce que Juke est capable d'imprimer les paramètres, il y a accès. Donc ce n'est pas comme avec les ORM où c'est très compliqué, on est obligé de mettre un driver spy au milieu ou autre. Là, vous avez à avoir accès. Et en fait, ça, vous l'aurez directement depuis la console. Il suffit de mettre d'avoir en dépendance SLF4j et votre implémentation de log, donc là, dans mon cas, logback, et vous allez automatiquement avoir dans vos logs une requête, si vous passez en mode debug, hein, bien sûr, les requêtes, le prepare statement en haut à gauche, ce slide est peut-être un peu petit, le statement exécuté. Donc moi, très souvent, je copie-colle le statement là pour aller le débugger, mais même Juke va encore plus loin. Ils ont mis sur le code de Juke, sur les résultats, il y a énormément de méthodes utilitaires, dont une qui fait de la ski art et qui vous print le résultat directement dans votre console. Donc vous voyez le résultat affiché par la requête. Donc c'est très pratique. Donc comme on va faire la comparaison juste avec la partie JPA, qu'est-ce qui se passe avec deux tables? En fait, pas grand-chose de différent. Vous voyez, si on détaille cette requête-là, je vais me concentrer sur la partie SQL. Le select, déjà, je ne vais pas chercher tous les champs. Ici, je vais juste chercher podcast ID, title et URL, et pareil sur la cover. Je vais faire mon from, donc c'est fini d'aller chercher tous les champs d'un objet juste parce que il est annoté entity et que tout est récupéré dedans. Ensuite, le from, là j'ai besoin d'une deuxième table. Donc je vais faire inner join cover et je vais faire podcast cover ID equal cover ID. En faisant ça, en fait, le système va vérifier que cover ID et cover.id ont le même type et donc que la jointure est possible sur cet attribut-là. Et ensuite, je vais utiliser des éléments standards, order by sur le champ, limite 3. Rien de bien fascinant, c'est quelque chose de standard et donc on va coder ça et derrière, mon fetch va juste faire de la récupération de data et mapper ça dans des objets. Techniquement, on pourrait même faire un fetch où on donne la classe et Juke va aller faire de l'introspection sur les classes pour mettre ça directement dans le getter et setter qui va bien. Perso, je suis pas fan. Surtout en plus avec la compilation native et tout, on évite de faire de la réflexion. Donc moi, je préfère avoir mon code strict qui est lisible, qui fait ce que je lui dis de faire plutôt que de faire un petit peu de magie. Donc on pourrait se dire, et très souvent quand je le présente, on me fait la remarque, c'est juste du SQL standard et c'est ennuyeux. Et je réponds oui. Je réponds oui parce que pour moi, il ne faut pas que cette partie soit magique. Si on récupère de la data, c'est généralement l'information importante de votre métier, c'est gérer de la data, de la transformer. Donc s'il y a trop de magie, de mon point de vue, s'il y a trop de magie quand vous stockez de la data, il peut y avoir trop de magie qui aille pas forcément dans le bon sens. Et en ça, oui, c'est ennuyeux, mais ça me permet de faire exactement ce dont j'ai besoin.
On pourrait se dire, oui, c'est cool ce truc, mais les ORM, ils ont des dialectes et des choses et ils supportent des syntaxes un peu particulières. Oui, c'est vrai. Comment Juke se comporte dans ce cadre-là? Par rapport au slide d'avant, j'ai montré la limite. La notion de limite, elle n'existe pas dans tous les moteurs de BDD. Techniquement, dans Postgre, MySQL, MariaDB, vous l'avez, mais dans SQL Server, c'est un top 3. Et ben, Juke va automatiquement générer la requête et l'adapter pour vous. Donc, vous tapez des choses standards et derrière, ça va être adapté. Attention les yeux, si vous faites du Oracle, ça va générer ça. Mais en fait, dans Oracle, il n'y a pas d'autre manière. Dans les versions un tout petit peu anciennes, je crois que c'est la prochaine qui tiendra le mot-clé limite, mais ça va générer ça pour vous aider. Moi, en tant que développeur, j'aurais jamais réussi à écrire ça. Juke va pouvoir le faire pour vous. Et à titre info, Juke a un site web qui permet de faire la translation en automatique dans la UI. Donc en fait, le moteur de rendu des requêtes, il a été mis sur un site web et derrière, il est utilisé pour présenter une requête. C'est comme ça que j'ai sorti celle-ci d'ailleurs. Donc Juke va vraiment être là pour convertir du standard SQL dans votre DB, mais aussi faire l'inverse, réussir à émuler du SQL non standard dans votre DB. Donc, émuler on pourrait se dire, c'est quoi ce truc d'émuler du SQL non standard? En fait, chaque moteur SQL ont des syntaxes un peu différentes. Par exemple, insert into, je suis vraiment pas fan de cette syntaxe. Il manque un keyword pour moi entre le nom de la table et la liste des éléments. Et en plus, on le voit, hein, là, si j'exécute la requête, les paramètres sont positionnels. C'est-à-dire que values, il faut que je lise la liste qui est en haut pour savoir que le premier, c'est un UID, le deuxième, c'est la string de title. On peut faire des inversions facilement. Pour moi, c'est complexe. Il existe une syntaxe dans MySQL qui ressemble à un update, qui va faire insert into la table, set, le nom du champ, ID, le nom et la valeur à droite. Et donc cette syntaxe, vous allez pouvoir le faire avec Juke. Et dans mon Postgre favori, ça va juste donner la même requête. Parce que le système sait que dans Postgre, c'est pas comme ça qu'on fait les inserts, on les fait d'une autre manière. Et donc moi, je peux écrire du code qui me facilite la vie, comme celui-ci, et avoir un résultat comme ça. Donc l'idée vraiment de simplifier la vie est omniprésente pour aller dans le bon sens et éviter encore une fois les bugs dans vos apps. Et ça va bien sûr plus loin parce que vous avez plein de syntaxes qui sont un peu particulières. Donc par exemple, je vois tout le temps dans le code, souvent géré avec des ORM, hein, on va chercher dans la DB, on va regarder si quelque chose y est, et s'il y est, on fait un update, sinon on fait un insert. Là, dans certains moteurs de données, il y a des upserts. Là, vous pouvez le faire au niveau de Juke et ça va être automatiquement géré. Donc là, si la donnée y est déjà ou s'il y a un conflit sur la primary key, on va juste faire un update. Et pareil pour d'autres types de conflits. Donc par exemple, là, j'ai une unicité sur podcast.url. Si tu trouves quelque chose d'autre, tu vas juste faire un update sur last update plutôt que de faire un insert. Et ça va générer dans les cas les plus courants, une requête en utilisant les fonctionnalités natives, ou au pire, comme avec Oracle tout à l'heure, ça va les émuler pour essayer de faire quelque chose qui correspond à ce que vous avez demandé au niveau SQL de Juke. Donc, pas tout existe en fonction de toute la matrice, de toutes les spécificités de MySQL vers Postgre, de DB2 vers H2 ou quoi que ce soit, mais une bonne partie existe, donc normalement, vous pouvez travailler avec ça sans risque. Techniquement, tester votre code, c'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Donc Juke va vraiment être là pour être votre meilleur ami quand vous allez faire du SQL. Alors, encore une fois, oui, c'est du SQL, il faut écrire ses requêtes. Mais il y a des trucs, par exemple, Spring Data JPA, on a vu tout à l'heure, c'est plus rapide si je veux juste faire un CRUD. Oui, c'est plus rapide, mais c'est pas type safe. Et ça, pour moi, c'est complexe parce que je n'ai pas envie de lancer mon application toutes les 3 secondes pour vérifier si ma requête, elle marche, ou de lancer tous mes tests unitaires. Je préfère que la compilation m'assure des choses. Par contre, dans Juke, vous avez des alternatives plus ou moins intéressantes qui vont vous permettre peut-être d'aller un peu plus vite sur certains cas d'usage. Par exemple, il y a les Active Records. Alors, ça redevient à la mode. Dans le monde Java, c'était pas trop, avec JPA, c'était pas trop à la mode, mais Quarkus vient de les implémenter. Quarkus with Panache, en fait, c'est le pattern Active Records. Active Records, c'est le fait d'avoir un objet qui va représenter dans ce cadre-là une table et en vrai une ligne d'une database. Et à chaque fois que vous allez faire des opérations dessus, par exemple, le podcast ici que vous voyez sur la 4e ligne, podcast.refresh, ça va déclencher un select en fonction des champs de l'objet. Donc ce record, il est généré aussi, il fait partie des classes générées qu'on a vues tout à l'heure, et il va potentiellement déclencher un select pour vous. Vous n'avez pas écrit de SQL, le système va le faire simplement.
et on les a à disposition pour l'update. Ici, vous le voyez, dans la partie when, j'ai déjà un record qui est attaché à mon podcast, donc au Cascodeur dans ce cadre-là. J'ai changé la description, je fais un point update et j'ai quelque chose qui derrière est mis à jour dans la BDD. Alors, vous allez pouvoir très facilement gérer un CRUD. Cherchez pas avec ça à faire des relations entre tables et compagnie. C'est fait pour être monotable. Et vous avez plein de méthodes utilitaires dessus pour stocker, copier, insérer, ce que vous voulez. C'est vraiment très pratique et ça vous permet peut-être dans le cas d'un CRUD d'aller plus vite. Et Juke fournit aussi des DAO. Alors, on en fournit si vous en avez besoin. Moi, perso, je ne les utilise pas. Mais ça vous permet, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont switché grâce à ça. Vous mettez un flag à true et en fait, il va vous générer aussi des objets standards. Donc, pas d'annotation ou quoi que ce soit, juste des objets standards, potentiellement immutables d'ailleurs pour ceux qui apprécient. Et Juke va automatiquement générer des DAO, moi ce que j'appelais tout à l'heure repository, avec des méthodes utilitaires. Fetch by ID, fetch one by ID, et ce genre de choses. Toutes ces méthodes ne sont pas générées à compile time, elles sont générées pendant la phase de génération des classes. Donc, il n'y a pas de magie derrière, vous pouvez même aller fouiller dans les classes pour voir l'implémentation, c'est pas qu'une interface. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire un fan by ID et trouver le podcast que vous voulez dans le cadre de cet exemple. Et vu que tout ça, donc il y a plein d'autres méthodes, les cant, les exist et ce genre de choses, et en plus, ça utilise les Active Records. Donc vous allez pouvoir mêler ça aussi avec les Active Records du coup d'avant. Mais personnellement, si on me demande, moi, ce que je préfère utiliser, c'est encore une fois la DSL SQL, qui est certes le cœur de Juke, de mon point de vue, mais pas tout le monde est de cet avis. Et on me demande souvent pourquoi. C'est parce que le SQL est tellement vaste, le SQL est tellement complet, que perso, je préfère avoir le moins de distance entre mon code et ce que peut faire le moteur de database pour pouvoir optimiser, pour pouvoir gérer finement ce que je souhaite faire. Et vraiment, ça me simplifie la vie dans mon travail de tous les jours. Et là, pour prendre un exemple, un moteur de recherche, donc sur l'application de podcast dont je vous parle depuis le début, il y a un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, il contient pas mal de champs. C'est généralement le meilleur cas d'usage pour de la construction de requêtes. Un champ texte qui permet de faire un search sur de la description et du title, un champ tag qui permet de prendre tous les noms des tags qu'on veut voir associés à un item sur lesquels on va filtrer, le statut de l'item, est-ce qu'il est téléchargé ou pas, et des informations sur le sorting ou la pagination. Et cette fonctionnalité, elle existe généralement ou spécifiquement sur un podcast. Donc, ça va nous amener au modèle de cette table. Donc, c'est juste pour justifier l'exemple qui est après. Vous voyez dans cette table, dans ce modèle de base de données, l'item n'a pas de tag. L'item est connecté à un podcast qui, lui, a des tags. Donc, c'est une relation NM entre les podcasts et les tags. D'ailleurs, au passage, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tables, et pourtant, je préfère faire du SQL directement. Un ORM aurait pu faire l'affaire, mais je me suis trop pris la tête à les gérer. Rien que pour ça, ça va très bien. Et donc là, si on se représente la méthode search, là, vous voyez que j'ai juste tous les paramètres Q, tag names, status, page request, podcast ID. Et en ça, je vais construire ma requête avec Juke pour faire exactement la recherche que je veux. Tout d'abord, la query. Donc là, je vérifie que la query est empty ou non. Si elle est empty, j'envoie une non-condition. C'est à peu près le mot-clé dans la méthode dans Juke qui permet de dire c'est une condition que tu ignoreras quand tu généreras la requête. Sinon, item title contains in your case Q et item description contain in your case Q. Là, dans la variable query condition, j'ai une condition que je vais pouvoir garder et même utiliser dans des contextes suivants. Ensuite, deuxième paramètre, c'est les tag names. Là, vu qu'il n'y a pas une relation directe entre les tags et les items, je vais passer par une requête intermédiaire qui va me permettre de récupérer pour tous les noms les UID des tags. Et derrière, si c'est vide, je ne vais rien faire. Je vais faire une non-condition aussi. Sinon, je vais streamer sur tous ces éléments. Et pour chacune, je vais créer une sous-condition que je vais utiliser ensuite dans ma requête globale. Mais là, puisque c'est un « et » entre les tag names dans mon cas, je vais faire un reduce qui va agglomérer tous ces prédicats dans une seule condition. Donc, j'ai vraiment une condition qui va pouvoir filtrer sur tous les tag names du podcast de l'item en question.
Et ensuite, élément plus simple, la status condition, la podcast condition, bah là, je vais juste regarder s'il y a de la valeur, donc soit c'est empty, soit c'est nul pour le second, et je vais mettre une non-condition ou j'utilise les méthodes utilitaires, donc in, comme en SQL standard, hein, in, et je passe une liste de string, ou alors equal, comme on a vu tout à l'heure. Et derrière, toutes ces conditions, vu que je veux qu'elles soient respectées ensemble, ben, je vais les merger avec un end. Encore une fois, c'est une méthode importée de la DSL de Jook, et je vais merger tout ça. Donc, très facilement, j'arrive à construire. Cette fois-ci, j'ai la condition générale, et je vais pouvoir l'utiliser dans les éléments d'après. Un des éléments les plus complexes avec les ORM et quand on fait des requêtes, c'est de ne pas tirer toute la database. Techniquement, vous avez vu que j'ai plein de conditions, mais potentiellement, dans ma vue, je dois aussi rapatrier des informations relatives au cover, relatives au podcast. Et je veux pas faire cette jointure trop tôt. Parce que si je fais cette jointure et que je filtre, je vais filtrer des choses dont je me suis embêté à faire la jointure. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer une requête, directement encore une fois avec la DSL de Jook, et créer une requête qui va choper juste les datas dont j'ai besoin sur la table item avec where, là vous le voyez, where conditions, et ben je vais pouvoir utiliser la condition du coup d'avant. Le order by et le limit, laissez de côté, c'est juste le calcul de la pagination qui me fait tomber sur les bons éléments. Mais là, vous voyez que je vais juste filtrer l'ensemble des items qui correspondent à ma page. Une page fait normalement 12 items. Et derrière, je vais pouvoir utiliser ça, parce que cet objet que je vous ai montré, il n'a pas déclenché de requête encore, il n'y a pas eu de fetch ou quoi que ce soit. Et là, je vais l'utiliser, query with filtered item, FI, et je vais faire une jointure. Donc là, je vais récupérer les champs de ma requête d'avant, et je vais pouvoir aller chercher des choses en plus. Le podcast ID, title URL, cover ID, URL, width and height. Et je vais faire cette jointure dans le from, vous le voyez ici, FI, inner join cover. Donc encore une fois, c'est type safe. Le système va vérifier que la requête et la table que j'ai créée au coup d'avant, parce que c'est quasiment une table, là, je peux bien faire une jointure sur le field IT cover ID equal cover ID. Et pareil pour le podcast. Donc la généricité est tellement bien utilisée dans Jook que vous allez la garder même quand vous construisez des objets. Et derrière, order by et fetch. Et fetch, c'est là où je fais juste de la transformation d'objets Jook dans des objets SQL, dans des objets Pojo standard dans mon cas. Et ensuite, pour finir, bon là c'est juste du détail, mais c'est pour gérer la pagination, je vais pouvoir réutiliser la condition. En fait, j'ai besoin de savoir, pour pouvoir dire que je suis sur la page 5 sur 20, par exemple, j'ai besoin de savoir le nombre d'items global qui matchait cette condition. Donc là, je fais juste un count distinct sur l'item ID, et ça me permet de récupérer le total des items. Et ça, je fais un page off, je mets tout ça dedans, c'est l'objet page qui fait le calcul et qui renvoie tout à ma vue. Et donc ça, avec donc en une seule passe, j'ai généré cette requête qui est certes costaud, mais je l'ai générée petit à petit avec chacune des conditions mises les unes au bout des autres et de manière type safe encore une fois. Et ça me permet de récupérer exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et donc mon code ressemble vraiment à ça tout le temps quand je fais des repositories. Input, je génère la requête SQL qui derrière la retransforme et me fournit de la data. Donc c'est vraiment très pratique de travailler avec ça et ça me permet d'utiliser toutes les features de SQL. Je ne sais pas si, alors c'est dommage de ne pas vous voir, généralement ce que je demande c'est qui a déjà utilisé des features de SQL post-SQL 92, post ce que je vous décrivais en entrée là avec les diagrammes de Verne. Très souvent, ce sont des choses qui sont omises parce qu'on n'a pas suivi l'aspect SQL qui évolue pas aussi vite que nos frameworks favoris ou des frameworks JavaScript, mais il y a quand même tous les 2-3 ans des nouvelles spécifications qui nous permettent d'avoir des nouvelles features. Techniquement, elles ne sont pas implémentées dans chacun des moteurs, mais ça permet de les spécifier pour que les moteurs ensuite les implémentent. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir, depuis 92, utiliser, et grâce à Jook, utiliser toutes ces évolutions directement dans notre code. Et là, je vous en ai montré un d'exemple, c'est avec les Common Table Expression. C'est quelque chose de très pratique, donc ça date de 99, donc c'est 21 ans quand même, qui va nous permettre de simplifier nos queries. Au lieu d'avoir des queries imbriquées, donc techniquement, à la fac, j'ai appris les queries imbriquées, mais en vrai, on aurait très bien pu utiliser ce genre de choses qui nous permet d'avoir une requête en amont et derrière, l'utiliser. L'avantage en plus, c'est que cette définition assure que entre la condition qui est dans le with, donc la première requête, et la suite, il n'y a pas de lien dans les deux sens, comme c'était le cas avec les tables imbriquées. Donc potentiellement, le moteur de BDD peut aussi optimiser, parce que vous pouvez avoir plusieurs Common Table Expression et même les joindre entre elles parfois, et donc ça permet d'organiser le travail. Donc le moteur de SQL va pouvoir faire des choses encore mieux grâce à ça.
Autre feature sur l'appli de podcast, j'ai eu envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire de la stats. Techniquement, les stats, c'est vraiment là où sur le quoi les databases vont largement plus vite que notre code parce qu'elles sont faites pour. Si je vous décris, en fait, c'est juste on suit par type de podcast un ensemble de le nombre d'items qui ont été soit téléchargés, soit qui sont parus par jour. Donc là, vous voyez à peu près la cardinalité. Pour chaque type, il va y avoir un ensemble de dates liées à ça. Donc, encore une fois, niveau SQL, il n'y a pas de surprise. Là, je peux faire un podcast.type, demander la date, que je vais trunker d'ailleurs sur juste la date et pas la date avec l'heure, et je vais faire un count. Faire ça avec les ORM, généralement, vous allez être obligé de faire un truc un peu spécifique ou alors taper directement du SQL. Encore une fois, je fais des jointures, j'ai des where et je vais pouvoir faire des group by. Donc l'agrégation va pouvoir être faite côté BDD. Encore une fois, ça ira plus vite que votre moteur de code Java. La JVM a beau être super performante, elle est générale, alors que le code de Postgre, par exemple, pourrait être beaucoup plus spécifique et optimiser ce genre de choses en amont. Si on regarde le type de retour, c'est un résulte. Résulte, vous pouvez dire que c'est une liste. Record, c'est juste des tuples qu'on n'a pas en Java, donc Juke les fournit. Et vous avez c'est un record de 3 avec 3 valeurs, podcast type, l'offset date time et le count. Et derrière, donc vous voyez que là, j'ai un tuple à YouTube, 17 novembre, qui a 10 éléments. Donc ça, très simple à convertir après dans vos objets pour la vue. Et la requête, elle ressemble quasiment à ce qu'on a vu au coup d'avant. Moi, perso, je travaille très souvent en amont dans l'IDE de database. J'utilise DataGrip. Je fais ma requête là-dedans et après, je la porte dans Juke parce que c'est tellement simple de faire un portage de l'un à l'autre que j'ai pas besoin de m'embêter plus que ça. Et le résultat, c'est ça. Techniquement, cette requête, c'est le rangé par podcast type, par date, le count qui est fait. Et généralement, on commence à avoir de petites subtilités quand on veut agréger ces datas. Par exemple, les accumuler. Un développeur lambda va se dire bon, j'ai les datas, j'ai qu'à l'accumuler au niveau du code. Ben non, ne faites pas ça en mémoire. Encore une fois, dans SQL, il y a plein de choses pour améliorer, pour faire ça encore mieux que vous. Et techniquement, ce qui ne tourne pas dans mon code, je préfère le faire tourner dans un outil comme Postgre qui est largement plus maintenu que mon code. Donc, ne le faites pas en mémoire, utilisez des fonctionnalités avancées du SQL, par exemple la clause over, donc qui date elle de 2003. Encore une fois, c'est pas un truc qui est sorti hier, hein. C'est quasiment supporté dans tous les moteurs de données. Et avec ça, j'ai tous les mots-clés qui vont bien dans Juke, qui vont me permettre de construire, au lieu d'avoir un count comme on l'avait vu tout à l'heure, je vais avoir un sum de count, over et des critères. On va regarder directement la requête SQL, ce sera plus simple, même si c'est quasiment le même code. Là, le over, il va pouvoir dire, bon voilà, en fonction d'une partition, tu vas faire des calculs. Si on le regarde, ce sera mieux en appliqué. En fait, ce over, donc c'est une somme de comptes. Je vous ai remis la colonne compte. Cette somme de comptes, elle va se faire en partitionnant le résultat, donc ce que vous voyez à l'écran, sur podcast type. Donc là, en fait, ça va prendre que la partie RSS. Ça va derrière ordonner les résultats de la partie date. Donc là, on les avait déjà ordonnés, tant mieux, le système n'a rien à faire. Et ensuite, ça va travailler avec les mots-clés rows between unbounded preceding and current row. Donc là, de manière plus simple, ça va juste regarder entre la ligne sur laquelle je me trouve et celle qui est avant, sans aucune limite. Bon, quand c'est la première, c'est assez simple, ça va lire la première. Donc 2 revient dans la même colonne à droite, là, avec 2 sur le somme de count. Mais par contre, sur la suivante, ce count-là, il va faire l'accumulation entre cette ligne-là et la précédente. 3 plus 2, et de toutes les précédentes d'ailleurs, 5. Et pareil pour la suivante, donc 1 plus 3 plus 2, 6. Et ça va le répéter pour chaque partition que vous avez. Donc, et d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs, parce que là, ce n'est qu'une colonne dans le résultat, vous pourriez avoir plusieurs de sommes de count en fonction de différentes group by. Et donc ça, fait directement dans le moteur de la base de données. Encore une fois, on retire de la complexité du code, on évite d'instancier des choses et de faire des sommes dans le code, on le laisse faire à la base de données. Notre code, généralement, on y met le métier. Et il y a encore des choses encore plus avancées que je me régale à utiliser avec Juke. Perso, je vous en parle depuis le début, je suis fan de Postgre. C'est la database sur laquelle je travaille le plus. Peut-être que ça joue. Mais dans Postgre, il y a des types qui sont super intéressants. Le type JSON-B, en fait, vous permet de faire du JSON de manière efficace dans un moteur Postgre. Donc, si on regarde, c'est assez simple. J'ai un champ
JSON-B. J'ai mis la valeur par défaut à objet vide, au moins comme ça je suis certain de toujours avoir quelque chose. Et donc ça c'est un type spécifique à Postgre. Alors techniquement je dis spécifique, mais je crois que c'est apparu dans la spec 2016 de SQL. Donc techniquement ça arrivera d'ici peu dans les autres moteurs de base de données. Et donc Postgre va me fournir des opérateurs. Alors clairement, je suis incapable de vous dire à quoi servent chacun de ces opérateurs. La doc est très bien faite. Les voir comme ça, c'est pas forcément super lisible. Une flèche ou flèche avec 2 chevrons, dièse, chevron et autres. Mais par contre, donc là, si on regarde dans la DB, j'ai vraiment du JSON. D'ailleurs, c'est même du JSON qui est indexable. Vous pouvez mettre des index sur les sous-champs du JSON, ce qui est super pratique tout de même pour la perf. Et avec Juke, vous allez pouvoir utiliser ça. Alors, quand je dis utiliser ça, Juke supporte le type JSON-B. Il a un type interne JSON-B, mais par contre, il n'a pas les opérateurs. Mais Juke va vous permettre de créer vos propres opérateurs et vos propres éléments SQL. Donc là, vous le voyez, j'ai écrit en haut JSON pass. Si on regarde cette méthode qui est private static en bas, c'est juste utiliser cet opérateur. Donc dièse chevron chevron va juste aller lire la clé qui se trouve dans le JSON youtube.channelid. Assez simple, pareil pour le ASCII, j'ai créé une condition qui me permet de filtrer sur des critères du fichier JSON, de l'élément JSON dans ma table. Donc ça, c'est super. Alors par contre, on voit que c'est un défaut en Java, c'est qu'on retrouve une lecture de gauche à droite, mais avec les 2 paramètres, alors qu'on écrit avec un opérateur qui se trouve au milieu généralement. Moi, je l'utilise en vrai plutôt en Kotlin. Et en Kotlin, j'ai pu faire une fonction d'extension sur le type field JSON-B et je vais mettre pass ou ASCII. Techniquement, ce que je vous ai montré là, ça existe même déjà et je contribue dessus dans une librairie qui va vous fournir, qui n'est pas gérée par le projet Juke, mais qui va vous fournir toutes les méthodes utilitaires pour manipuler du JSON avec Juke. Donc un jour, peut-être que ça arrivera dans la librairie standard. Mais au moins, dans ce contexte-là, ça permet d'avoir les opérateurs qui vont bien. Et grâce à ça, je peux écrire une requête qui va faire exactement ce que je veux. Encore une fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, c'est juste ce qu'on a écrit qui apparaît dans le code et on a les requêtes qu'on peut copier-coller directement de la console dans notre IDE de database favori. Donc, grâce à ça, on a un moteur avec Postgre SQL hyper performant, qui sait gérer du NoSQL, qui potentiellement même sait gérer de la géoloc avec du PostGIS, qui est l'une des extensions Postgre les plus avancées et les plus connues. Donc techniquement, il y a des moteurs de base de données que vous pouvez mettre de côté, parce que au lieu d'utiliser, de vous complexifier la vie avec certains, vous allez pouvoir simplement utiliser de manière avancée avec votre framework favori d'interrogation de base de données, en tout cas c'est mon cas, Juke, pour interroger votre BDD. Or, ce talk, c'était à propos de Juke. Mais vous l'avez vu, en fait, parler de Juke, c'est parler de SQL. Et en fait, c'est comment apprendre le SQL. Pour moi, c'est utiliser Juke, c'est le meilleur moyen d'apprendre le SQL. Par l'autocomplétion dans l'IDE, voire en travaillant dessus et en voyant les méthodes et en se disant qu'est-ce que ça fait derrière, en lisant la documentation, ça vous permet d'être extrêmement précis quand vous allez être confronté à des requêtes SQL. Alors, on pourrait se dire pourquoi c'est si important le SQL. De mon point de vue, c'est important parce que c'est déclaratif. C'est pas pour rien que toutes les patterns de programmation fonctionnelle reprennent aujourd'hui en termes de mode. Pourquoi des systèmes comme Kubernetes déclaratifs aussi ont un attrait, c'est que on ne définit pas les détails d'implémentation sous-jacents au moteur, on dit juste ce qu'on veut et le moteur s'adapte. Et grâce à ça, en fait, le SQL arrive partout. Vous pouvez avoir du SQL dans BigQuery, par exemple, les équipes de Google, donc pour faire de la big data, ils avaient fait un truc totalement custom, qui ressemblait à du SQL, qu'ils ont d'ailleurs appelé SQL Legacy, qu'ils ont déprécié, voire retiré, je pense, depuis. Mais maintenant, c'est du SQL standard. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que je viens de vous montrer. Majorité fonctionne avec du BigQuery. Redis, pareil. Alors, c'est très nouveau chez Redis, mais vous allez pouvoir attaquer du Redis avec du SQL. Et il y a même des méta-moteurs à PageDrill ou Facebook PrestoDB qui vont vous permettre d'interroger des databases, même plusieurs databases, faire des jointures entre plusieurs databases avec du SQL. Parce qu'encore une fois, une requête SQL, c'est
juste la déclaration, et ensuite, c'est comment le moteur va aller récupérer la data qui importe. Et pour dire, chez JetBrains, dans DataGrip, leur IDE de base de données, ils ont même intégré le SQL pour MongoDB. Parce que pourquoi Mongo, on doit l'attaquer avec une syntaxe qui est custom? On pourrait faire du SQL sur Mongo, c'est pas parce que c'est NoSQL dans son modèle et dans son système d'acidité qu'on ne peut pas le faire au niveau, l'attaquer avec des requêtes SQL. Et donc eux, maintenant, vous fournissent des select, from, where, avec MongoDB. Et en fait, SQL est en train de devenir le langage de la data. On le voit partout, tout comme le Python a été pour les data science, oui, maintenant aussi d'ailleurs, pour la partie data science, un langage reconnu. Le SQL, c'est le langage de la data. Et Juke, malheureusement, n'est pas compatible avec tous ces moteurs, tous ces éléments, mais il peut l'être. Comme les ORM, il possède un dialecte, et donc ça va permettre d'avancer et d'ajouter des choses. Alors après, il faut que ce soit implémenté, hein, c'est pas non plus très facile. Donc pour moi, Juke vraiment va m'apprendre à travailler avec le SQL et à le comprendre. Et c'est vraiment pour ça que j'adore l'utiliser tous les jours sur les projets sur lesquels je travaille, et que ça en fait quelque chose qui, j'espère, je vous aurai convaincu, vous permettra de travailler et de vous réconcilier peut-être avec le SQL. Si vous voulez, donc là j'ai dépassé le temps imparti, si vous voulez, je vous ai mis dans les slides que j'ai partagés des présentations par rapport, d'autres présentations sur Juke et du SQL, et même une très bonne présentation qui vous permettra d'apprendre ce que les moteurs de BDD font et gèrent en fonction de leur version, donc qui vous permettront de voir toutes les implémentations et toutes les choses qui sont apparues depuis 1992 et 99 en fonction des specs. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ces présentations. Elles sont très très bien. Merci à vous. Et j'espère qu'il y a des questions. Alors, je vais aller voir dans le chat. Merci Kevin. Ah, non, il n'y en a pas encore dans le chat. Moi j'en ai. Ah, je vais la mettre. Hop, attends, je fais copier-coller. Alors, je te les mets toutes, hein, et tu pourras les aborder. Je te laisse y réfléchir à 2 minutes. N'hésitez pas les autres à poser vos questions dans le. Tu veux que je réponde maintenant dans ou l'outil. je réponds en live après? Je réponds prends le directement temps dans de. l'outil. Okay. Pas à l'oral. Ok. Si, tu peux répondre. Tu réponds à l'oral. Normalement, tu peux les prendre. Okay. Là, c'est juste que je suis en train de me les copier-coller. Je les avais tapés. D'accord, ok. Alors, je vais faire inversement dans l'ordre. Donc, les vues sont importées aussi. Oui, les vues, plein de choses où vous avez des flags pour activer tout ce que vous voulez importer. Vous n'êtes même pas obligé d'importer toutes vos tables. Le générateur est très, très avancé. Pour moi, l'intérêt de Mongo, c'est Jackson, classe Java, ORM Superlight. Alors, techniquement, Juke, depuis la toute dernière version, la 3.14, supporte ça. Ça veut dire que vous pouvez sortir, grâce à des opérateurs fournis par Juke, sortir un résultat de requête d'un select qui est du JSON. Et donc, derrière, vous allez pouvoir le mapper avec votre Jackson préféré ou JSON. Donc, techniquement, il fait exactement la même chose maintenant. Et ça devient la solution de facto pour pouvoir faire du mapping au-delà du fetch qu'on a vu tout à l'heure. Ok, j'ai pas compris l'attrait de MongoDB. T'inquiète pas, moi non plus. Désolé, je suis un troll. C'est une table SQL avec une unique colonne, oui. Il y a un driver JDBC pour Elastic, oui. Juke fait du ES. Alors, je ne suis pas sûr. Juke, je ne le vois pas compatible avec Elasticsearch. Et après, je pense que c'était plus des remarques, donc je pense plus qu'il y ait de questions. Hop, une dernière. Ouais. Ah, les questions sont à côté. Ah bah oui, mais mon bloc a été fermé. Fallait me dire, désolé. Une DB pour instancier Juke. Alors techniquement, on peut le faire avec une BDD in-memory si nécessaire. On peut, mais majoritairement oui. Il peut se connecter et lire des fichiers Liquibase. Je crois majoritairement Liquibase ou Flyway, l'un des deux. Perso, je conseille d'instancier une DB. Techniquement, c'est très facile maintenant avec des projets comme Docker Java, voire même Test Container, d'instancier quelque chose, voire même il y a des plugins Maven. Donc, mais il y a des questions de licence en fait. Par exemple, pour Oracle, alors oui. Je pose la question pour ça. Parce qu'Oracle, je sais qu'on a eu beaucoup de soucis dans certaines entreprises, juste pour les licences, et le fait de faire démarrer une machine Oracle dans un environnement MMDev,
ça faisait poser des questions, beaucoup de Alors, questions. je suis pas expert licence sur la partie Juke, les Personne. licences. Voilà, désolé. Sur la partie licensing, en fait, Juke est particulier. Toutes les librairies, les databases sous licence, déjà, vous allez devoir payer une licence Juke parce que techniquement, il est open source pour les databases qui sont open source et il est close source. Alors, c'est une Juke license pour les DB qui sont close source. Alors, quand on voit les prix que les entreprises mettent pour payer un Oracle, par exemple, ils sont plus à quelques euros près pour payer la petite licence Juke qui va avec. Donc, c'est le modèle économique avec du double licensing. Et oui, alors par contre, dans les CI, je n'avais pas pensé, si on n'a pas le droit d'instancier une DB, ça peut être un peu compliqué. Donc là-dessus, il peut le faire avec du Liquidbase, mais par contre, je ne pense pas que même le système assure que ce soit extrêmement fidèle parce que ce n'est pas exactement les mêmes éléments. Alors ensuite, JDBC Async, Juke Async. Alors Juke fonctionne sur du JDBC pour l'instant. Il y a une issue très connue sur laquelle je gave le contributeur principal pour faire du Reactor, ou au moins être réactif. Ils fournissent les API réactives, donc ça veut dire qu'on peut avoir un publisher. Par contre, ça reste du bloquant JDBC. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un monde entre le réactif où il faut tout réimplémenter les appels à JDBC et le Project Loom et compagnie. Donc, Lucas Eder, le contributeur principal, se laisse le temps de voir ce que ça va donner. Hop, il y a un couplage de fait, hop, ça a sauté. Il y a un couplage de fait assez fort entre les ORM et les Transaction Manager. Juke vous avez dans l'objet, là, je vous montrais comment gérer les queries, mais vous pouvez très bien faire un start transaction et écrire dans une callback que vous allez fournir, écrire votre requête qui est à l'intérieur, et tout ça va être transactionnel. Donc, comme vous le feriez avec un begin dans une requête SQL dans votre IDE favori, vous pourriez le faire aussi directement à cet endroit-là. C'est sûr, par contre, que si vous faites de la transaction multiméthode à plein d'endroits, vous allez ça va être un peu plus compliqué techniquement, que ce soit dans Micronaut ou dans Spring. Le Transaction Manager du framework est intégré et sait fonctionner aussi. Perso, j'en fais, mais ça m'est pas extrêmement gênant. Donc, ça me permet des fois de faire des transactions dans mon code. Hop. La licence Igor, j'y ai répondu. Donc, c'est le double licence. Si c'est open source, Juke est open source. Sinon, c'est closed source et donc il faut payer une licence. Est-ce que c'est facile d'implémenter un driver Juke, donc j'imagine un dialecte? Je ne pense pas. Pour avoir lu le code, c'est plein de cas particuliers, donc en SAS, je pense que c'est compliqué. Mais au même titre, je pense quasiment que les dialectes des différents ORM. Peut-être un peu plus complexe, étant donné le nombre de mots-clés potentiellement supportés par le framework. Et support des caches équivalents. Il n'y a pas de cache. Vous faites du SQL. Donc, si vous voulez, en tout cas, moi, je n'en utilise pas. Et techniquement, en ayant remplacé sur l'application de podcast, en ayant remplacé mon ORM favori par Juke, j'ai divisé par 10 les temps de réponse. Donc, même avec du cache L1, L2 et compagnie, j'ai gagné en perf avec des millions d'entrées dans la DB. Donc, on pourrait avoir du cache, on pourrait l'implémenter. Je ne suis pas sûr, en tout cas, je ne vois pas dans la doc ou dans la spec ou dans les éléments que j'utilise de notion de cache. C'est à nous de le mettre en parallèle, donc soit par les solutions favorites, dans les frameworks Micronaut et Spring, par exemple, tu peux mettre add cached sur des méthodes et le système, en fonction des paramètres d'entrée, va te faire du cache, donc des solutions qui existent, mais je ne pense pas que dans Juke, il y en ait nativement. Et voilà, on a fait le tour des questions. Désolé, je n'avais pas vu le bloc question. Il était tout fermé. Bon, mais pas de souci. Hein. De toute façon, il y avait des questions. Les gens n'avaient pas vu forcément le bloc question non plus. Donc, les ont posés dans le chat. Il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. Effectivement, on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant. Et merci à vous de m'avoir reçu. Juste, je tenais à dire, c'était un très grand plaisir de faire ça, puisque le Jug et la première session du Jug que j'ai vue, c'était sur Juke à Nice en 2014. Et j'ai fait partie de l'équipe du Jug Toulouse, donc c'était un grand plaisir de pouvoir faire une présentation devant toutes ces personnes, même si c'était virtuel. Donc encore une fois, merci beaucoup. Bon, il faudra revenir quand ce sera en présentiel alors. Je n'en manquerai pas. Merci beaucoup. Merci. Allez, il faut que je réinvite Nicolas maintenant. Alors, Nicolas, ici.
Si vous avez d'autres questions pour Kevin, n'hésitez pas à les lui poser directement. Il a ses coordonnées Twitter. Je pense que vous le retrouverez sur Twitter ou n'importe où sur les réseaux. Au pire, Florian, vous je vais te adressez. répondre directement dans le bloc. Comme ça, je laisse la place. Voilà. Ok. Ben, merci. Hop. Nicolas est de retour. Il était muté. Oui. Désolé. Ben non, c'est moi. Ah, d'accord. Alors, voilà. Voilà, on dit bonjour au chat, parce que là, il essaie de le bouffer, donc il me dit miaou, miaou, miaou. Donc voilà, là, ça l'a bien stressé. Alors peut-être que pendant 10 minutes, il va arrêter de me casser les noisettes. Hop. Ok. Donc si vous entendez des miaous, c'est pas moi. Non, je ne suis pas ventriloque encore. Alors, donc bonsoir et merci d'être là. Je suis super content parce qu'effectivement, je ne fais pas beaucoup de talks en France et en français. Malgré ce que Arnaud a dit sur la présentation, je ne suis pas suisse du tout. Je pensais faire une grosse blague en prenant un peu l'accent suisse, et vous comprenez qu'il ne fallait pas se moquer, mais bon, je me suis dit que c'était débile. Donc voilà, non, je suis français. C'est juste que j'habite à moins d'1 kilomètre de la frontière et ça fait maintenant 12 ans que je bosse en Suisse. Donc là, Kevin a fait une présentation bien en profondeur des principes SQL. Et aujourd'hui, je vais aller complètement à l'inverse. Je vais faire un truc un peu hype, un peu moderne, qui est rarement vu en production. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je m'appelle Nicolas Frankel. J'ai eu plein de rôles techniques pendant 20 ans. Et depuis 2 ans, je suis développeur advocate. Donc, j'arrête de faire des projets avec des dates de début, des dates de fin, un budget, une liste de tâches à implémenter pour la semaine d'après, des chefs de projet qui sont pas toujours fun pour faire des trucs, des prototypes, aller creuser un petit peu, de faire de la veille techno. Et ce soir, donc, je vais vous parler du Change Data Capture et du Data Streaming. Donc, je travaille pour une boîte qui s'appelle Hazelcast. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Hazelcast. Je suis super déçu que Kevin ait cité Redis, mais pas Hazelcast. Clairement, on a un truc qui s'appelle In-Memory Data Grid, et c'est exactement ça, en fait. C'est des structures de données distribuées. Donc, généralement, la plus connue, c'est l'IMAP pour faire du cache. Et quand je dis distribué, typiquement, oui, c'est au lieu d'avoir votre cache qui est en mémoire, vous pouvez utiliser réseau, donc vous pouvez faire de la réplication, du sharding, etc. On a un deuxième produit qui s'appelle Hazelcast Jet. Et puis, comme je vais le présenter un petit peu dans la présentation, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc, voilà, notre agenda de ce soir. Je ne ferai pas 1 heure, hein, donc si vous avez peur que je vous tienne trop longtemps, ne vous inquiétez pas, ça dépendra énormément de vos questions. Normalement, en 30 minutes, je pense avoir fini. Donc, pour revenir au tout départ, pourquoi le cache? Puis après, on verra des alternatives, parce que vous le savez, le problème, c'est de conserver le cache synchronisé avec la source de vérité. On verra qu'aujourd'hui, une des alternatives qui s'impose, c'est le Change Data Capture. Je parlerai rapidement de Debezium, qui est le Change Data Capture aujourd'hui qui est proposé dans le monde Java, en tout cas celle que je connais. On verra comment Hazelcast Jet et Debezium peuvent s'interfacer, puis j'essaierai de vous fasciner par une démo, parce que j'aime bien les démos. Donc, le problème initial. Déjà, si vous devez retenir une seule chose de ma présentation, c'est celle-là. Kevin dirait sans doute que quand vous mettez du cache, c'est que vos perfs sont pas assez bonnes. C'est pas toujours le cas, parce que malheureusement, on n'a pas toujours des sources de données qui sont SQL. Dans l'occurrence, avec du CDC, c'est une source de données SQL. Mais si vous devez retenir une slide, c'est celle-là. Quand vous mettez en place un cache, vous faites un choix. Et le choix, c'est de dire, je garde la donnée localement pour qu'elle soit accessible plus rapidement. Et par contre, j'accepte que parfois, la donnée, elle ne soit pas tout le temps à jour. Donc, j'ai ma petite application que j'ai faite avec amour.
Et j'ai mis un cache, parce que mon chef de projet il voulait, ou je ne sais pas. Et donc, j'ai mon application qui va dialoguer avec mon cache qui va dialoguer avec ma base de données SQL. Et c'est le meilleur des mondes, et c'est une architecture classique, et tout le monde est heureux. Et dans ce schéma initial, en fait, tout va bien, puisque que vous soyez en read ou en write, dans les deux cas, le cache est votre point d'entrée dans la base de données, et la base de données est, en fait, vous avez un cache de façade, vous êtes toujours synchronisé, c'est bonheur. Et voilà, et là, c'est la fin du bonheur. Il y a un composant qui, pour une raison X ou Y, a décidé d'écrire dans votre base de données. Et en fait, ce cas de figure, ça arrive quand même plus régulièrement qu'on pourrait le penser, parce que même si votre application, je ne sais pas, elle gère des données transactionnelles, vous avez souvent des tables de référence. Et votre application, elle lit les tables de référence, mais elle ne les écrit pas. Peut-être qu'en fait, votre base de données, c'est une donnée dérivée qui va lire la table des pays de votre entreprise ou la table des départements ou la table des clients ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a une copie locale des clients. Et donc, vous étiez super content parce que typiquement, vous aviez la liste des clients dans votre cache et puis, pouf, met à jour la base de données et puis, votre cache, il n'est plus à jour. Bref. Donc, la vraie question, c'est comment maintenant est-ce qu'on va faire en sorte que notre cache soit toujours synchrone avec la base de données. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de cette expression, qui a deux choses de difficiles et de complexes en computer science. C'est le nommage, la validation du cache et les erreurs de 1. Ouais, c'est ça. En français, je ne sais pas comment le traduire, mais c'est censé être une blague. Alors, je sais que vous n'avez pas le son, mais faites-moi plaisir. Dites sur le chat que ça vous a fait un peu rire. Ça me fera plaisir. Mais bon. Je voudrais juste faire une petite différence sémantique. Merci. Merci pour ceux qui l'ont fait. Entre l'invalidation et l'éviction. L'éviction, ça arrive quand votre cache est plein. Donc, je suppose que, apparemment, il y a certaines personnes, dont moi, qui sont assez âgées, en tout cas dans le monde de l'informatique, qui ont quelques années derrière elles. Et je pense que ces personnes-là, en tout cas, moi, je l'ai fait. On a eu besoin d'utiliser un cache. La première chose qu'on a faite, c'est on a utilisé une map en Java, ou un dictionnaire, ou un tableau associatif, ça dépend comment vous l'appelez. Et le problème de ça marche très bien, sauf que votre map, elle augmente de taille, elle augmente, et puis elle ne s'arrête jamais, puis peut-être qu'un jour, vous avez, ou un jour, peut-être pas un jour, mais à un moment, vous avez un out of memory error. Donc, le premier truc, c'est n'implémentez jamais votre cache, prenez une solution de cache professionnelle, même si ce n'est pas Hazelcast, parce que toutes les solutions de cache professionnelles, typiquement, vous pouvez mettre une limite. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez mettre une limite sur le nombre d'éléments que vous allez pouvoir utiliser. Stocker, pardon. Donc, l'éviction du cache, ça arrive quand votre cache, il est plein, et puis vous avez une nouvelle entité qui doit être stockée. Et donc là, en fonction de votre cache, vous avez des stratégies qui sont peut-être par défaut, qui sont peut-être pluggable, etc. Ou quelle est l'entité que je vais virer du cache. Ça, c'est la cache eviction. Et la cache invalidation, c'est lié au time to leave d'une entité. C'est-à-dire quand vous mettez une entité dans votre cache, vous allez dire, cette entité, elle va vivre dans mon cache pendant X, Y, Z secondes, ou minutes, ou heures, ou peut-être qu'elle va durer tout le temps. Ça peut être configuré au niveau de à chaque fois que vous faites un put, ça peut être configuré au moment où vous configurez cette map. Enfin, ça dépend encore du produit, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et donc, quand on parle du cache and invalidation, on parle du time to leave, c'est-à-dire quelle est la bonne durée, de vie de cet élément dans notre cache. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, j'ai toujours l'idée que j'ai un batch qui, à intervalles réguliers, va mettre à jour ma base de données en rajoutant ou en supprimant, en tout cas en changeant une table de référence. Si votre time to leave, il est plus élevé que la fréquence de passage de votre batch, typiquement, votre batch, il va mettre à jour la table de référence, votre cache, il ne va pas le voir, et donc votre
cache, il ne va pas être à jour. Si au contraire, votre time to live il est inférieur à la fréquence de rafraîchissement, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de rafraîchir depuis la table de référence et vous allez reloader les mêmes données. Donc, vous allez juste gaspiller du temps et des ressources. Donc, la bonne fréquence, c'est la fréquence du batch, ou en tout cas peut-être une seconde en dessous. Sauf que ça marche bien quand ce qui met à jour la source de données, ça a une fréquence, et ça a une fréquence connue surtout. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer le problème? On peut dire, on peut avoir un process qui va extérieur au cache, qui va pôler, mais en fait, c'est le même problème. Dès lors que vous avez un pôle, ça veut dire qu'il y a une fréquence, et donc, on retombe sur le problème, c'est quelle est la bonne fréquence. Donc, quand vous avez ces problèmes de fréquence, en fait, il n'y a pas 50 solutions. La seule manière de gérer, c'est de dire, en fait, on va faire de l'événementiel. On va s'abonner aux événements de changement. Et puis, dès qu'il y a un changement, on va être averti. Donc, tant qu'il n'y a pas de changement, on ne fait rien, c'est tranquille. Et s'il y a des changements fréquents, on est averti fréquemment et on fait ce qu'il y a à faire. Et voilà. Donc, fin de la présentation, c'est facile. Je vous avais bien compris la vie. Ouais. Après, comment est-ce qu'on fait dans le dur, quoi? Si vous faites des bases de données, et si je vous parle d'événementiel, il y a beaucoup de chances que vous me disiez, on va faire des triggers. Tout à fait, on va faire des triggers. Alors déjà, problème du trigger, toutes les bases de données n'implémentent pas le trigger. Premier problème. Imaginons qu'on ait une base de données qui implémente un trigger. MySQL, par exemple. Le problème, c'est que les triggers, c'est super bien quand on veut gérer de la donnée dans la même base. Par contre, là, on veut mettre un jour un cache externe. Donc, ça veut dire qu'il faut que notre trigger, elle appelle un processus externe. Et je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, mais ce n'est pas fun. Alors, moi, je n'ai pas essayé de le faire. Par contre, j'ai quand même regardé comment c'était facile. Donc, c'est super dépendant de l'implémentation. Donc, je prends l'exemple de MySQL. Donc, il y a quelques contraintes. Déjà, les fonctions doivent être écrites en C++. Alors, moi, déjà, les C++, 20 ans que j'en ai pas fait, c'est impossible. Kotlin, ouais. S'il faut vraiment Golang, mais franchement, déjà, ça me fait mal, mais C++, c'est pas possible. Ensuite, le système d'exploitation doit être configuré pour supporter le chargement dynamique. Dans un monde des containers, avec des problèmes de sécurité, je ne suis pas forcément sûr que ça soit la bonne solution. Et après, votre fonction, elle fait partie de votre serveur, ce qui n'est pas forcément non plus super bien. Si ça vous intéresse, j'ai mis la référence dans la doc. C'est pas fun. Hein. Je n'ai pas essayé de le faire, mais c'est pas fun. Après, par contre, il y a un mec qui s'est dit « Ah on va faire ça de manière générique. » Et c'est pas bête. Donc, il y a une librairie pour ça qui vous permet, en fait, d'appeler un processus externe. Donc, en l'occurrence, ici, on va créer une commande qui va faire un truc toto à vélo et on va appeler cette fonction qui s'appelle sysexec. Ça résout le problème. Par contre, j'ai fait quelques années d'architecture et donc, quand je vois ça, j'ai quelques réflexions. Déjà, comme je l'ai dit, c'est super dépendant de l'implémentation. Donc, ça va être compliqué de le faire sur toutes les bases de données de votre entreprise. Ensuite, ça sent mauvais, quoi. C'est hyper fragile et j'ai trop peur que ça pète. Et quand ça va péter, parce que c'est pas si ça va péter, mais c'est quand ça va péter, qui va le débugger? Est-ce que ça va être votre DBA qui va débugger ça? Parce que c'est installé sur la base de données. Est-ce que c'est le développeur qui a créé le processus externe? Est-ce que c'est votre équipe DevOps? Est-ce que c'est votre équipe Ops? Est-ce que c'est juste vous? Ce qui est moins fun. Et puis pour la maintenance, même problème. Je pense qu'il y a un gars, une fois, qui aura mis les mains là-dedans, il deviendra l'expert de ça parce que personne ne voudra le toucher. Et puis le jour où il part, c'est pas cool. Après, en plus, si vous avez fait des triggers, vous savez que si vous appelez trop souvent des triggers, c'est assez consommateur en ressources. Donc, pas la bonne solution. Mais bien sûr, il y a un nouveau concept fameux qui s'appelle aujourd'hui le CDC. En fait, le CDC, c'est exactement ce que je viens de décrire. C'est en fait de se faire déclencher par la base de données, par un événement de changement d'état.
en fait, peut-être que vous avez déjà fait du CDC sans vous en apercevoir. Si on regarde sur Wikipédia, par exemple, des implémentations de CDC, ça peut être du simple pooling avec des intervalles très, très, très courts, et puis des timestamps ou des versions, des statuts sur les lignes. Des triggers sur les tables, j'en ai parlé. Et la dernière implémentation bien à la mode, c'est le scanner de log. Alors, quand je parle de scanner de log, ce n'est pas les logs du genre log4j et slf4j. C'est en fait le détail d'implémentation de la base de données. Les bases de données MySQL, comme l'a expliqué Kevin, ça fait très 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 longtemps qu'elles sont là et elles sont très 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 fortes pour faire du transactionnel. Très 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 fortes. Il y a un truc pour lequel elles n'étaient pas fortes du tout, c'est pour scaler. La plupart des bases de données SQL que je connais, elles sont, quand vous faites du clustering, c'est faut pas que je dise ça, leader, follower. Vous pouvez avoir n followers, mais il y aura toujours un leader et il s'occupe des writes. Et c'est pour ça qu'il y a eu les bases de données NoSQL, c'est parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez faire de la scalabilité verticale au moment où vous avez touché les limites de votre machine. Et si votre load il augmente, vous êtes éclaté. Donc, pour ça qu'il y a eu des bases de données NoSQL. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Pour avoir ce mécanisme leader-follower, il faut bien qu'à un moment, le follower il sache ce qui s'est passé sur le leader. Et donc, en général, ça prend plusieurs noms en fonction des bases de données, mais le leader, quand il reçoit un ordre de changement, que ce soit un update, un delete, etc., il l'écrit dans un fichier append only, un append only log. Et le follower, il va lire ce fichier, et lui, il va conserver son petit curseur pour savoir où il en est, et puis il va effectuer les mêmes opérations que le leader. Donc, normalement, ils vont exécuter les mêmes opérations. Comme c'est du append only, ils vont les voir dans le même ordre, et normalement, ils vont arriver au même état. Et ça, normalement, c'est un détail d'implémentation. Il y a une autre raison pour le log, c'est quand vous faites du data recovery, si votre processus de base de données, pour une raison X ou Y, il éclate, vous serez bien content d'avoir ce log. Et comme ça, votre processus, quand il va redémarrer, il va pouvoir dire « je n'ai pas traité les X, Y, Z dernières instructions de changement, donc je les exécute à ce moment-là. » Donc en fait, ce log, il va compter tous les événements qui affectent l'état de votre base de données. Donc la solution, peut-être qu'on va hacker la log. Donc on regarde comment elle est faite, la log. Et c'est pas super fun, ouais, ça ressemble un petit peu à une pierre de Rosette dont on n'aurait pas les caractères grecs. Donc on voit qu'il y a un update ici avec un where, ça c'est à peu près lisible, des sets et puis pas mal de trucs, on ne sait pas si c'est important, on ne sait pas si c'est pas important. C'est un peu compliqué, quoi. Donc ça vous rappelle peut-être ce que je vous ai dit juste avant. On a exactement les mêmes problèmes, c'est dépendant de l'implémentation, c'est fragile. Et là, c'est encore pire, c'est qui va le maintenir. Comme il y aura sans doute du code, ce sera Bibi. Donc, pas cool non plus. Mais Debezium est là pour nous sauver. Et Debezium, c'est quoi? En fait, Debezium, ça va être une couche d'abstraction qui va vous permettre d'utiliser une API agnostique de la base de données. Et lui, en gros, il va gérer des drivers en fonction de la base de données. Donc, vous allez utiliser l'API Debezium. Et puis derrière, lui, il va gérer les problématiques de « ça, c'est du MySQL, donc je sais comment l'interpréter » ou du Postgres, je sais comment l'interpréter, etc. C'est fourni par Red Hat et c'est un composant open source Apache V2. Donc, pour l'instant, tout va bien. Après, quand on gratte un peu, c'est un peu moins fun parce que c'est vraiment orienté Kafka. Donc, normalement, vous lancez votre cluster Kafka et puis vous configurez votre Debezium pour aller lire MySQL, Postgres, etc. Et lui, dès qu'il va voir donc ses writes sur le log, pouf, il va écrire dans des topics. Alors, ça peut être tout à fait votre code d'utilisation ou peut-être pas.
Et typiquement, ce qui est bien avec Kafka, c'est que c'est pour faire du storage. Je suis beaucoup plus circonspect sur le fait que ça fasse de l'event streaming. C'est-à-dire que si le but, c'est d'écrire dans Kafka, de faire des transforms, des filtres, etc., pour réécrire dans Kafka, bah, peut-être qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est de récupérer l'événement directement, de faire les transforms et d'écrire dans Kafka à la fin, ou dans une base de données, ou n'importe où. Donc, le fait que tu sois orienté Kafka, ce n'est pas forcément adapté à tous les cas d'utilisation. Alors, comme je vous l'avais dit, vous avez cette couche d'abstraction, puis derrière, vous avez des plugins qui sont orientés pour une base de données. Donc, c'est encore assez récent comme technologie. Il n'y a pas trop de bases de données supportées, mais je pense que ça fait déjà le boulot. Oracle est en incubation, mais par contre, déjà, vous avez MySQL, Postgres et le SQL Server de Microsoft. Puis, comme vous aimez bien mon MongoDB, ben, c'est aussi supporté sur MongoDB. Et puis, rien ne vous empêche de faire du DB2, peut-être un jour. Hein. Ça, je l'ai noté parce que ça m'a fait assez rire. Bref. Donc, si vous voulez faire du streaming sans être obligé tout de suite d'écrire sur disque, ben nous, on est là, donc Hazelcast Jet. L'intérêt d'Hazelcast Jet, c'est un stream processing engine, donc distribué comme la plupart du temps pour scaler avec toutes les choses modernes, mais surtout, on va le faire en mémoire. Là où on va, comme je le disais sur Kafka, on va écrire dans un topic, donc on va écrire sur disque, puis potentiellement, on va faire des opérations de transform dessus pour de nouveau écrire sur disque, pour peut-être le faire dans 3 ou 4 topics. Nous, on va tout faire en mémoire, et puis derrière, on va le dumper là où il faut. Même chose, c'est licence Apache V2, et on a une Thoring Enterprise, mais je ne vais pas en parler. Donc, comment ça fonctionne ? Bah, comme tous les stream processing engine, on n'a rien de spécifique, on a des sources, on a des sinks, et puis au milieu, bah, on a des transforms. On gère ça de manière distribuée. Vous pouvez gérer autant de nodes que vous voulez. C'est le moteur qui va le distribuer. La lecture et l'écriture, généralement, hein, donc le source, la première étape et la dernière étape, bah, on va essayer de les localiser sur un nœud parce que généralement, c'est très difficilement parallélisable. Et puis, bah, tout le reste va être distribué. On gère on gère ce qu'on appelle les stateful streams, c'est-à-dire que, par exemple, pour faire de l'analytics, on va conserver en mémoire certains éléments en fonction d'une window de temps, et puis on peut slider la window, on peut faire des timing windows, enfin bon, rien que du tout classique. Il y a 2 manières de déployer Jet. La manière la plus facile pour un développeur Java, c'est on l'utilise comme une librairie, donc comme un SLF4J ou etc. Et derrière, au démarrage de votre application, on va créer une nouvelle instance Jet. On va avoir un multicast par défaut sur réseau si vous ne l'avez pas configuré. Par défaut, il va faire un multicast. Il va trouver ses autres petits camarades, ses autres petits nœuds, et il va former un cluster. C'est le plus facile pour commencer. Ça marche très bien. Il y a 2 problèmes. Jet va utiliser la même JVM que votre application et potentiellement leur load ne va pas être le même. Donc, ça veut dire que pour tuner la JVM de manière fine, soit vous choisissez de la tuner pour Jet, soit vous choisissez de la tuner pour votre application. Ce n'est pas forcément une bonne idée dans les 2 cas. Et l'autre problème, c'est que si vous avez besoin de scaler de manière horizontale, si vous devez scaler pour Jet, vous allez aussi scaler votre application. Et si vous devez scaler votre application, vous allez devoir aussi scaler Jet. Donc, il y a ce couplage qui n'est pas forcément toujours pratique. Donc, dès lors qu'on a des utilisations un petit peu, je dirais, sérieuses en production, on va plutôt adopter le mode de déploiement client-serveur. Donc, on va découpler Jet et votre application. D'un côté, vous allez pouvoir tuner vos nœuds Jet en fonction du load que vous voulez. Et puis derrière, vous allez pouvoir faire de la même manière, la même chose avec votre application et vous allez pouvoir les scaler horizontalement de manière complètement indépendante. Ça a un bénéfice additionnel, c'est que le mode embedded à gauche nécessite Java, alors que le mode client-serveur à droite, en fait, on a une API client pour plusieurs langages. Donc, si votre truc c'est Go, on a Python, on a C#, on a C++,
et j'en ai oublié un. Node.js, on a Node.js. Ouais, comme vous voyez, je ne suis pas super fort en Node.js, enfin, j'ai jamais touché, mais on a tout ça. Les concepts, donc la sémantique JET, c'est que vous allez décrire dans le code un truc qui s'appelle un pipeline. Donc, vous allez dire où vous allez lire, vous allez décrire vos étapes de filtering, de mapping, etc. et où vous allez écrire. Et votre client, en fait, il va prendre ce code-là et il va le soumettre au Stream Processing Engine. Et le cluster JET, lui, va décider de comment il va le distribuer en fonction du load, etc. Et il se charge de l'exécution. Et à ce moment-là, ça devient un job. Donc, si je reprends, parce que maintenant, on a toutes les billes pour gérer mon use case. Donc, j'étais bien embêté parce que mon application qui lisait et qui écrivait dans mon cache, elle avait une chance que le cache ne soit pas forcément à jour. Donc, ce que je vais rajouter, en fait, je vais rajouter un cluster jet. Bon, dans ma démo, c'est qu'un nœud, mais c'est une démo. Et en fait, ce qu'elle va faire, ce que le cluster jet, c'est via Change Data Capture et Division, il va lire le binlog. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il y aura un changement qui est effectué par mon petit batch, pouf, il mettra le cache à jour. Ce qui fait que mon application, elle pourra continuer à utiliser le cache de manière tranquille. Elle n'aura pas besoin de dialoguer avec la base de données. Mon cache, il sera toujours à jour. D'où le nom du talk, Evergreen Cache. Et je ne sais pas le traduire en français, c'est vraiment pourri. Bref, j'ai beaucoup parlé, et maintenant, une petite démo. OK. Donc, ma petite démo. Donc, j'ai ma magnifique application. Ici, c'est une application Spring Boot en plus. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. J'utilise des annotations. J'ai un repository. C'est pas bien. Alors, j'ai utilisé le JDBC template. Je savais qu'il allait y avoir Kevin. Je me suis dit, oulala, si je fais de l'Hibernate, je vais me prendre une branlée. Non, en l'occurrence, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que le cache Hibernate, il est super compliqué à hacker. Donc, je préfère gérer un cache moi-même. Par contre, j'ai émulé le fait qu'on a un query cache et un entity cache. Donc, la méthode la plus importante, c'est la suivante. C'est find all, je récupère toutes les entités. Donc, en gros, je vais créer ma query. Je vais regarder si la query, elle existe déjà dans le query cache. D'accord? Si elle existe déjà, je vais récupérer la liste de toutes les clés qui ont été retournées précédemment par la query et je vais récupérer les clés individuellement dans l'entity cache. Sinon, je fais du JDBC normal et puis je mets chacune des entités récupérées dans l'entity cache et la query elle-même dans le query cache avec la liste des clés. Bon, c'est vraiment un truc. Et puis, quand je fais un save, je mets à jour l'entity cache. Donc, déjà, je vais arrêter ça. Et ce que je vais faire, je vais juste lancer l'application. J'aimerais bien qu'il s'arrête ici. Voilà. J'ai lancé l'application en local, tranquille mimile, avec une base de données H2, juste que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'utilise le mode embedded. Donc, quand je démarre l'application, je démarre Jet. Et maintenant, voilà, maintenant vous savez pourquoi je suis développeur et pas designer. Donc, mon application, en fait, maintenant, elle n'a aucun problème. Elle va juste gérer le cache. Donc là, je mets update Johnny. Donc, j'utilise le pattern post redirect get. Donc, je fais une modification, je reviens et je recharge l'intégralité des entités. Donc, tout va bien. En local, tout va bien. Maintenant, oui, c'est mon prochain article à lire. Je reste ici. Et ce que je vais faire, j'ai fait un petit Docker Compose. Et en fait, donc le pipeline pour l'instant, enfin, je ne vous le décris pas, je vais devoir l'arrêter. Ça, on s'en fout aujourd'hui. Ou peut-être que je le montrerai si j'ai un peu de temps. Donc, j'ai dockerisé mon application et je vais déployer ça sur un MySQL. Donc, je fais un Docker Compose up. Donc, ça prend un petit peu de temps à démarrer, il fait toute sa vie, etc.
C'est surtout que la base de données, elle doit s'initialiser. C'est ça qui prend le plus longtemps. Et ce que je vais faire, je vais arrêter le pipeline. Parce que le pipeline, je vais vous montrer comment ça marche pas au départ avant de vous montrer comment ça marche. Donc, je vais vous faire un stop pipeline que je n'ai pas décrit. Et donc, voilà comment ça ne marche pas. Donc là, je refresh. Voilà, donc là, j'ai mes entités classiques. Et puis, ça marche en déployé comme ça marchait en pas déployé. Par contre, ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux simuler le fait que j'ai quelqu'un qui modifie ma donnée. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir une application qui s'appelle Update. Et en fait, c'est un Spring Shell. Et ce Spring Shell, il a deux commandes. Il me permet de lister toutes mes entités. Donc, vérifions mes entités dans ma base de données. Voilà, Johnny, Jen, John, super. Puis, il a un truc qui s'appelle Update et il va mettre à jour le first name d'une entité. Donc là, imaginons que à l'entité numéro 3, je dise Robert. Malheureusement, voilà, j'ai beau rafraîchir, mon application, elle est un petit peu demeurée, elle lit toujours le cache qui n'est pas à jour. Donc pour moi, c'est toujours John. Maintenant, je vais démarrer mon pipeline, et pendant qu'il démarre... Ah, purée, je suis trop fainéant. Et pendant qu'il démarre, je vais le décrire. Il ne veut pas. Alors, Docker compose start pipeline. Hop. Pendant qu'il démarre, je vous montre le code. Donc, c'est ça le plus intéressant. Donc, en fait, je vais ici, je dois attendre que MySQL démarre parce que sinon, il démarre trop vite et il déconne. Mais je l'ai fait dans le code, je n'aurais pas dû. Donc, je vais créer une nouvelle instance de Jets et je vais lui soumettre un nouveau job qui s'appelle pipeline. Et le pipeline, tout ça, c'est la configuration. Hop, cachons ça. Tout ça, c'est de la configuration de Debezium. Donc, je veux dire où je me connecte, avec quel password, etc., sur quelle table. Là, j'ai créé une fonction qui me permet de récupérer un des événements, en tout cas la valeur de l'événement, et qui le transforme en personne. Et j'ai une deuxième fonction qui me permet de transformer cette personne en disant que une clé, donc transformer une personne en map entry et en disant que la clé, c'est l'ID et que la valeur, c'est la personne elle-même. Et le pipeline, il est bête comme chou. Il est ici. Donc ici, je n'ai pas besoin des timestamps dans ce cas-là. Je vais l'écrire dans la log juste pour être sûr. Et ce qui m'importe, c'est de dire, hey, je vais prendre cet événement, cet objet qui s'appelle change record, je le transforme en personne, et après, je le transforme en map. Et puis après, je l'écris dans le cache. Là, c'est juste dire, je l'écris dans le cache. Et dans ce cas-là, Jets est client du cluster AMDG, puisque AMDG, en fait, gère aussi des clusters. Et là aussi, j'ai qu'une instance. Et donc maintenant, si je reviens sur mon application et que je refresh, voilà, j'ai eu largement le temps. En fait, ce qu'il a fait, Jets, son curseur, il n'avait pas pris c'était le dernier élément qu'il a transformé en Robert. Il a démarré, il l'a lu, il a mis à jour le cache, et maintenant, j'ai Robert directement. Et bien sûr, si maintenant, à chaque fois que je peux faire des modifications, donc update de Sarah, hop, tac. Voilà. Et donc, mon cache, il est toujours à jour. Et non. Bref, c'était la démo. Voilà, donc dans cette présentation, on a vu le trade-off du cache. Vous avez la donnée en local, donc beaucoup plus rapidement. Par contre, il y a un risque de désynchronisation.
Si vous voulez gérer la synchronisation, dans ce cas-là, le fait d'avoir un pooling ou un truc à intervalles réguliers, ça ne marche pas, il faut être event-driven. Et dans le monde event-driven, aujourd'hui, pour synchroniser quelque chose avec votre base de données, il y a un truc qui s'appelle le Change Data Capture. Et avec Azotcast Jet, vous pouvez directement avoir un cache qui est toujours à jour sur n'importe quelle des bases de données supportées par des Bayesian. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez lire mon blog toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner sur Twitter. Vous pouvez lire le tutoriel CDC, puisque là, c'était un peu rapide. Plus important, si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer le repo Git que j'ai mis à jour récemment. Je ne sais plus quand, mais récemment. Et si ce que je vous ai intéressé, n'hésitez pas à rejoindre notre Slack. Et puis, voilà. Maintenant, peut-être que vous avez des questions. Donc, maintenant, j'ai compris qu'il y avait un bloc questions, donc je vais le voir. Alors, dans ce type de use case, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surcharger l'application avec tous ces événements? Alors, si, bien sûr. Donc, c'est comme toujours, hein, ça dépend de la fréquence. Enfin, je suis un fervent partisan de ça dépend. Je sais que, en tant que consultant, c'est la première réponse bateau, c'est on vous pose une question, oui, ça dépend. La plupart du temps, effectivement, c'est parce qu'on ne sait pas. Là, en l'occurrence, c'est surtout parce que ça dépend de votre contexte. Est-ce que vraiment votre application, vous allez avoir plein d'événements de changement? Alors, si vous n'avez pas tant d'événements que ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, là, ce que je vous ai montré, c'est que votre application, elle utilise Azotcast Embedded. Donc, effectivement, si l'application reçoit trop de sollicitations, ça n'a pas bien marché. Par contre, si ça vous stresse, très bien. Vous découplez, comme avec Jet, vous découplez les deux. Vous avez l'application d'un côté et puis le cluster Azotcast de l'autre. Et dans ce cas-là, vous gérez le scaling de votre cluster Azotcast indépendamment. Et puis, vous gérez potentiellement, si vous avez beaucoup d'événements, vous le scalez de manière horizontale autant qu'il faut. Et puis, votre application, elle est tranquille. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Oui. Comment est gérée la back pressure? Pour l'instant, c'est pas géré. Donc, c'est pas une application réactive comme vous avez l'habitude. Et donc, c'est pas « j'ai besoin d'événements, est-ce que tu peux m'en envoyer plus ?» Vous pouvez le faire de manière manuelle. Je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez le faire gérer de manière manuelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas géré. En tout cas, ce n'est pas géré par l'API. Maintenant, s'il y a plein de gens qui veulent qu'on gère la back pressure, dites-le moi, et puis moi, je ferai remonter ça à l'équipe. Et puis, Azotcast Jet, ça a 2 ans, donc c'est un produit qui est quand même encore relativement jeune. Donc, c'est le moment, si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez utiliser le produit et que vous pensez qu'il y a des fonctionnalités qui manquent, n'hésitez pas à me faire part, et puis je remonterai ça à l'équipe de développement. Quels sont les principaux use cases aujourd'hui? Alors, à chaque fois que vous avez des, donc il y a ce comment ça s'appelle? Il y a ce use case de cache toujours un jour. J'ai un talk où en fait ce que je fais, c'est que je fais du déploiement de bytecode directement en utilisant un pipeline de streaming. Donc là, je le pousse. Peut-être qu'en fait, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut le faire de manière réactive, c'est-à-dire on va s'abonner aux événements et puis dès qu'il y aura une modification, on pourra les envoyer. Le truc, c'est que la plupart du temps, tout ce que vous faites aujourd'hui et que vous faites en batch, vous pouvez le faire avec du streaming. Et le CDC est super bien adapté quand vous avez de la réplication de data, par exemple. Dès lors que vous dites que votre source de vérité, c'est la base de données, parce que vous êtes une application legacy, etc., vous pouvez faire du change data capture. Un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous avez des use cases d'analytics. Vous allez pouvoir mettre en place du change data capture sur votre base de données. Et puis, au lieu de dire « mon analytics, j'ai besoin d'avoir un rapport toutes les heures
Et puis, toutes les heures, je vais me dire, alors, quels sont mes chiffres de vente, par exemple, de l'heure qui s'est écoulée. Il faut que je prenne telle décision, etc. En fait, vous faites du change data capture. À chaque fois que vous avez une modification de la base de données, vous avez un événement qui arrive. Et en fait, votre donnée, vous n'avez pas 0 ou 1. En fait, vous construisez votre compréhension de ce qui se passe en quasi temps réel. On n'est jamais en temps réel, mais en quasi temps réel. Donc, typiquement, ça, c'est hyper précieux parce que je reprends l'exemple du batch parce que j'ai un peu travaillé dans les supermarchés, enfin, dans l'informatique des supermarchés. Jamais je pourrais travailler dans un supermarché. Et les gars, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils attendent d'avoir les résultats de l'heure passée pour dire, on va faire une promotion sur la choucroute parce qu'on a du stock et il faut qu'on les coule. Donc, le truc, c'est que vous êtes obligé d'attendre l'heure plus le temps d'exécution du batch pour prendre votre décision. Mais le problème, c'est que peut-être que 10 minutes avant l'heure, vous avez déjà une idée suffisamment bonne pour pouvoir prendre votre décision, peut-être 5 minutes. En tout cas, vous construisez votre compréhension de ce qui s'est passé en quasi temps réel. Et ça, le batch ne pourra jamais vous le remplacer. Donc, dès lors que vous avez du batch, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que je gagnerais, en fait, à faire du streaming? Et à partir de là, quand vous faites du streaming avec comme source d'entrée une base de données, vous pouvez mettre en place du change data capture. Donc, les cas d'utilisation, c'est un truc tout bête. Vous êtes en banque. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand je consulte mon compte bancaire, je suis dans une néobanque, mais en tout cas, quand je consulte mon compte bancaire classique, j'ai ma balance. Putain, j'ai paumé le nom. J'ai mon compte, j'ai les résultats de mon compte de la journée d'avant. Pourquoi? Parce que les mecs, quand ils ont construit, les gens qui étaient en banque, quand Internet a commencé à se démocratiser, ils ont, avec raison, pas voulu donner accès directement au système interne. Donc, ils ont créé un autre système front-end, et puis il y a un batch tous les jours qui prend la balance et puis qui le met dans le front-end. Et donc, vous devez attendre un jour pour avoir les résultats de c'est quoi aujourd'hui l'état de mon compte. Vous mettez en place du change data capture. Dès lors que vous avez une modification sur le back-end, vous touchez sur le front-end et à votre client, vous lui offrez un service du fait qu'il est exactement ce qu'il a sur son compte au delta près de la réplication, quoi. Et ça, c'est énorme. Est-ce qu'on peut monitorer le cache? Oui. Alors là, oui, on peut monitorer le cache. Alors, je vais vous montrer un truc. Show. Je vais vous montrer quelque chose alors là, en l'occurrence, c'est pas open source, donc je suis désolé, mais vous pouvez l'utiliser, en tout cas en dev, de manière facile. Donc, on a un truc qui s'appelle le Management Center. Donc, là, je me suis connecté sur mon cluster de 1 node Hazelcast. Donc, on peut voir le membre. Forcément, j'ai qu'un membre, c'est l'application elle-même puisque je run en embedded. On peut voir les maps. Donc là, j'ai mes entités et mes queries. On peut voir si je peux regarder les entités. Donc, j'ai eu 3 entrées, j'ai fait 42 get, j'ai fait 4 puts. Donc, tout ça, c'est de l'information que vous pouvez en avoir en dashboard, mais vous pouvez aussi exporter vos données sous JMX. Vous pouvez directement passer des API, faire des queries REST sur Hazelcast. Et puis, avec Management Center, je peux vérifier mon cluster Jet. Je peux voir les jobs qui tournent, parce que le job, comme c'est un job de streaming, il ne s'arrête jamais. Je peux voir ce que je lui ai dit de faire. Donc, il va lire depuis le MySQL connector et puis il va écrire dans le remote sync. On peut voir des informations supplémentaires. Donc, le read, il a un parallélisme à 1. On ne peut pas le paralléliser. Le write non plus. Et puis, par contre, ce qui est tout au milieu, c'est-à-dire la transformation qui, dans mon cas, est complètement ridicule, il est distribué sur les 8 cœurs de mon système. C'est ce genre de choses. Donc, oui, le monitoring, c'est un truc qui est super, super important pour nous. Donc, on peut monitorer le cache. On peut monitorer le cache, on peut monitorer les jobs, on peut monitorer tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des questions.
Et du coup, la vue que tu nous as montrée, là, c'est réservé à la version entreprise pour la vue Alors, non, management. c'est pas réservé à la version entreprise. Par contre, aujourd'hui, on a une limitation, c'est qu'on n'a pas plus de 3 membres. C'est-à-dire, si ton cluster il commence à être sur 4 membres, eh ben, potentiellement, on n'en agrège que 3, donc tu n'auras pas des bons résultats. Mais effectivement, si tu as la version entreprise, tu as la licence pour avoir les nœuds illimités, etc. Ben oui, il faut bien payer un peu ma paye, quoi. Oui, non, mais là, je ne remets pas en question le modèle économique. Ok, c'est intéressant. Personne n'a d'autres questions? Bon, vous les lui poserez directement sur Twitter ou sur son contact. Ouais. Que vous vouliez. Mes DM sont ouverts, donc et si vous voulez rejoindre notre Slack, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si ça vous a donné des idées, n'hésitez pas. Ben voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, j'espère un jour avoir l'occasion de passer dans la ville rose. Et puis, voilà, pour boire des câlins, quoi, parce que c'est un petit peu chiant tout le temps de parler à son écran. Donc là, c'est cool parce que j'avais ta caméra qui était branchée. Et ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Mais vraiment, hein, c'est super chiant de parler à son écran. Merci à tous. Je vous rappelle que l'événement était enregistré. Bonne soirée, Nicolas. T'as vu. Et n'hésitez pas à le partager dès qu'il va y avoir un petit temps de processing de la vidéo, mais n'hésitez pas ensuite à partager le lien un peu partout. Merci à tous. Merci aux speakers. Merci à ceux qui ont tenu jusqu'à toute la soirée. On avait presque 40 personnes. C'est toujours très cool de vous avoir. Et à bientôt. Là, on a déjà pratiquement planifié la soirée de décembre. Donc, je vous dis probablement au mois prochain. À bientôt. Bonne soirée.